Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis très heureux, très honoré, très content et mettez tous les justificatifs ou adjectifs liés à l'allégresse parce qu'on reçoit Elsa. Elsa, bienvenue dans ce podcast du Monday Meeting. Merci. Je suis très content parce qu'on a parlé de toi de nombreuses fois dans cette émission, dans ce podcast. T'es l'un des noms qui a été le plus cité sans avoir pris la parole. Et je suis très heureux qu'on puisse faire un épisode avec toi. Moi aussi, merci beaucoup de m'accueillir. Ouais, avec plaisir. Et bien sûr, pour faire cet épisode, je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix. Yes. Et j'ai nommé Serge. Salut à tous. Ah là 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 là. On te sent vraiment heureux. Ouais. Qu'est-ce que tu nous prépares ? Il était à deux doigts de préparer l'épisode. Hein. J'étais à deux doigts. Il était à deux doigts de préparer l'épisode. Moi, comme tu as vu, Elsa, on prépare absolument pas les épisodes. C'est-à-dire qu'on t'a pas posé une seule question avant ou quoi que ce soit. Non. L'idée, c'est qu'on ait une discussion la plus spontanée possible. Ok. Et puis on a comme socle, on va dire, le mot entrepreneuriat, mais nous, on le définit au sens des gens qui entreprennent, des gens qui font des choses, des gens qui parcourent leur légende personnelle. Donc voilà, à ce titre-là, tous ceux qui sont sur cette voie-là sont entrepreneurs à nos yeux. Et donc on est sur ce thème-là. Est-ce qu'on explique déjà pourquoi on a attendu aussi longtemps ? Parce qu'on a entendu parler d'Elsa pendant l'épisode de Doudou. Oui. On a entendu parler d'Elsa pendant l'épisode de Malik. Oui. Et tu en as parlé très souvent. Très souvent. Un épisode sur deux. Donc on se dit, mais il faut qu'on discute avec Elsa. C'est ça. Et il faut souligner aussi que c'est bientôt fini le podcast. Clairement. Donc là, on a réussi à l'avoir in extremis. C'est ça. Je sens que tu es très heureux. Tu peux nous expliquer pourquoi, peut-être ? En fait, c'est marrant parce que c'est encore un de mes schémas. Le dernier moment, t'as vu quand c'est le comment on dit, le money time là, tu vois, le moment où il faut marquer, c'est comme ça, c'est dans ces moments-là que j'arrive à être bon. Ok. Le dernier à l'appel à l'aéroport. Exactement. La porte va se fermer. Donc Elsa, on a pris la décision ici autour de cette table de clôturer ce podcast au 100e épisode. Et ton épisode étant le 98e. Voilà, donc on est vraiment dans le money time. Donc je disais là, il faut à tout prix qu'on ait l'épisode avec Elsa, donc il faut qu'on le fasse maintenant. Et puis, comme je l'ai déjà exprimé, je te connais de la part de Malik et de Doudou qui sont venus ici parler un petit peu à ce podcast, pas un petit peu, mais pleinement dans cette émission. Et donc, du coup, moi, j'ai décidé d'entreprendre un travail à tes côtés. Et on pourra en parler librement ici, sans aucun problème. Okay. Le secret professionnel... Enfin, il y a des choses que... Prends-toi, gamin. Tu vois, c'est la fin. On sent que c'est la fin. J'ai vu son regard de question, bonhomme. Tu te rappelles peut-être pas tout, mais moi, j'ai tout noté. Dans ce pied, garçon. Pas là. Pas après tout ce que t'as fait. Là, mais en tout cas, on peut parler librement de cette expérience. Et puis, si t'oses pas l'aborder, moi, je le ferai. Et puis, et ainsi de suite. Mais j'ai déjà parlé dans cette émission. Donc, voilà. Bon. Écoute, on a déjà beaucoup parlé, on va te laisser la parole et moi j'introduis souvent cette première question, on va dire. Elsa, qui es-tu ? Oh purée, la question, mais il faut une vie pour répondre. On a tout le temps qu'il faut. Oh punaise. Je dirais quelqu'un qui est à l'écoute de ce qui l'entoure, CE et CEX, depuis toujours. Je suis fille unique. Donc, j'ai toujours été très à l'écoute de ce qui se passait autour de moi parce que quand tu es tout seul, tu t'ennuies un peu. Donc, la moindre chose qui se passe autour de toi, tu la captes. Et j'étais entourée d'adultes. Donc, je captais ce qui se passait dans le monde des adultes, ce qui fait grandir un peu plus vite. Et puis, la vie aussi qui m'a fait grandir dans le monde des adultes et un monde qui m'a toujours intéressée et questionnée dans les dynamiques, en fait. Pourquoi il se passe ça ? Pourquoi les gens ils parlent comme ça ? Pourquoi ils se font la tête ? Pourquoi ils sont en colère ? Et voilà, et je pense que c'est ça en fait qui fait de moi qui je suis. Est-ce que cette faculté d'écoute là, tu la traduisais dans
dans un art ou dans un domaine quand tu étais enfant ou... J'ai toujours aimé la musique et la danse. Mm-hmm. Donc je pense que j'ai toujours été vraiment à l'écoute des instruments et de comment le corps réagit à ça. Mm. Et finalement, en me disant ça, ça me vient là comme ça, je me dis que finalement, en grandissant, la musique des mots, la musique, quand les gens parlent, le corps il réagit, les émotions, les réactions, et qu'il y a un lien avec tout ça, quoi. Je suis toujours un peu à l'écoute de ces réactions internes dans le corps sur les mélodies externes qui nous entourent, quelles qu'elles soient, quoi. Très bien. Là, tu as commencé par parler de cette maturité assez précoce. Est-ce que ça t'a enlevé quand même une enfance entre guillemets normale? Est-ce que tu as eu des rapports normaux avec d'autres enfants? Est-ce que tu n'as pas été trop vite dans ce monde des adultes? Je pense pas. Je pense que en étant fille unique et des parents qui m'ont poussée à aller vers les autres, à 4 ans, entre parenthèses, j'étais envoyée en colonie de vacances. Donc, très tôt. Très tôt, j'étais loin d'eux et j'étais avec les enfants. Donc, je dirais que je me suis très vite fait des amis, facilement des amis. Et ça a été un peu, même eux, ma famille, en fait. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Mais on va dire que rapidement, plutôt à l'adolescence, j'ai été un petit peu plus tournée dans le monde adulte, tout en ayant ma connexion à mes amis qui étaient ados. Je pense avoir comme surfé sur les deux mondes, en fait. D'accord. On entend un léger accent quand tu parles. Et encore, je crois que je te le sors pas au maximum, là. C'est sûr. On est à Paris, il faut respecter les gens. C'est ça. D'où est-ce que tu viens, Elsa? Je suis née à Narbonne et j'ai vécu à côté de Carcassonne, dans un petit bled qui s'appelle Limoux, qui est cher à mon cœur, qui était très... c'est un village pour moi de troubadours, une ville, que dis-je, un village, ils vont m'engueuler si je dis ça, mais pour vous c'est un village. Une ville, oui, très, très festive, où les traditions ancestrales sont très importantes et où il y a beaucoup de musique et de danse, justement. Un très joli carnaval, beaucoup de festivités, beaucoup de chaleur humaine. Ok. Narbonne, c'était encore un peu loin. Carcassonne, on se rapproche de ma ville de cœur, Toulouse. Donc oui, j'ai fait beaucoup ce trajet Toulouse-Montpellier dans mes années de fac. Et donc c'était les arrêts du train qui va vers Montpellier. Ouais. Ah, tu étais à la fac à Montpellier? À Toulouse. À Toulouse. À Toulouse. Ouais. Okay. Carcassonne, j'ai visité ça quand j'avais 10 ans. Ça m'a marqué parce que je ne sais pas pour quelle raison mes parents ont cédé à l'une de mes envies de visiter le musée de la torture de Carcassonne. Voilà, tout s'explique. Mais oui, ça te ressemble, dis donc. On expliquera. On va sortir ton dossier. C'est l'heure. Ça y est, En fait, c'est pas son podcast, c'est les tiens. Vous allez vivre une thérapie en direct. Incroyable. Ok, bon, bah, c'est cool d'avoir un petit peu ce paysage qui se dessine pour situer un petit peu, finalement, ton territoire. C'est une notion que tu m'as apprise. Finalement, qu'est-ce qu'un territoire? Il peut être géographique, mais il peut être toute autre chose. Et puis, on va peut-être explorer un petit peu cette notion-là dans cet épisode. Donc, on est plus chocolatine que peur chocolat ce soir. Ah, mais clairement, le chocolat. Wow, coupe le micro. Et dis donc. Et n'oubliez pas de mettre vos 5 étoiles. C'était un merveilleux épisode. On se rejoint probablement la semaine prochaine. Merci à tous. Ah, je défends la chocolatine ce soir. Ouais, mais ouais, okay. Ce soir, il a dit ce soir. Ce soir. Bon, on est 2 contre 2. Très bien. Comment ça se passe à l'école, Elsa? Est-ce que tu es l'enfant studieuse, à l'écoute aussi de ton instituteur, ou est-ce qu'il y a un monde qui s'ouvre à toi et que tu n'as pas forcément envie d'écouter la parole verticale? Non, j'ai toujours été hyper à l'écoute de cette parole verticale. J'étais la bonne élève qui veut bien faire, qui aime réussir. Il faut surtout pas être pointé du doigt, donc on fait tout ce qu'on peut pour ne pas l'être. Par contre, j'étais bavarde. Ça, c'était mon petit truc. J'étais bavarde. J'aimais bien rigoler avec les copains, les copines, mais toujours bon enfant, voilà. Jamais un mot plus haut que l'autre. Est-ce que tu avais une vision de ce que pouvait être du coup ta vie plus tard, à cet âge-là? Une profession ou un rêve Quand je suis arrivée au collège, les profs ils demandent ce qu'on veut faire plus tard. Et j'ai dit, je vais être prof d'anglais.
Et puis à 25 ans, j'étais prof d'anglais. Magnifique. T'aurais dû dire je vais être millionnaire, ça aurait été... Ouais, c'est pas une bonne idée. J'y ai pensé, mais très certainement des croyances limitantes qui m'ont empêché de me le dire trop fort. Ok. Dans le ton de ta réponse, quand tu parlais de cette parole verticale, j'ai eu l'impression que tu annonçais une rupture à un moment donné avec ce modèle-là. Est-ce que le choix d'être prof d'anglais, ça reste dans la lignée de je fais ce qu'on me dit de faire, ou est-ce que déjà là, on commence à sortir du cadre? En tant que prof, tu veux dire? Oui, le choix de ce métier. C'est une bonne question. Je dirais que tout en écoutant les grands axes qui me sont demandés d'appliquer, je fais à ma sauce. Très bien. Un cadre dans le cadre. Ouais. C'est ma liberté dans un cadre qui est quand même assez large. Je suis prof d'anglais, donc on peut aborder tellement de sujets en faisant et de la grammaire et du lexique et tout ce qui nous est demandé. Les thèmes sont très larges, donc ça me permet d'explorer des choses qui me touchent et qui, je pense, touchent les ados. Je suis avec des lycéens, donc j'essaye de toucher des choses qui les ouvrent à la fois à ceux qui les entourent et à eux-mêmes, quoi. Et pourquoi cette langue? Écoute, moi je suis d'origine espagnole, donc tout me poussait à suivre des études d'espagnol. J'étais meilleure en espagnol qu'en anglais. Ça aurait, je pense, contenté beaucoup plus mes parents que je fasse de l'espagnol. Et j'ai choisi l'anglais au grand désarroi de mon papa. Ah, donc finalement, on sort du cadre. Ouais. C'est là la rupture. La rupture de la langue, ce qui n'est pas rien. Mais en séance de kinésiologie, ce qui est ressorti, c'est que j'avais choisi la langue de la libération. Mon grand-père a été dans les camps de concentration. Ouais. Et sans le savoir, apparemment, ça a beaucoup plus impacté mes choix que ce que je pensais. D'accord. Et notamment dans mon choix professionnel, mais aussi dans des choix tout bêtes de la vie du quotidien. Et c'est souvent ressorti ce camp de concentration par rapport à mon grand-père. Ok. Tu as utilisé un mot que j'ai entendu plusieurs fois, qu'on m'a expliqué, mais que peu de gens connaissent, kinésiologie. La kinésiologie, c'est une technique qui permet, grâce aux réponses corporelles et musculaires, d'aller voir ce qui met en stress la personne. Si on veut prendre une analogie, l'expression « les bras m'en tombent » est assez claire. C'est que quand on est en stress ou quand on a un grand choc émotionnel, les muscles, ils lâchent. Ouais. Et en fait, les kinésiologues vont travailler sur les muscles et voir comment les muscles réagissent en fonction de certaines questions, certains mots, certaines idées. Et petit à petit, en mode entonnoir, ils vont resserrer jusqu'à trouver quelle est la source et l'origine du stress. Et ça peut remonter à des expériences vécues par la personne, mais aussi des expériences pendant que la personne était dans le ventre de sa mère, voire même dans quelque chose qu'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire des choses qui sont pas du tout en lien direct avec la personne, mais qui remontent aux générations d'avant. Ça soulève plein de questions. Je vais commencer par la plus directe. C'est est-ce que dans ces techniques, il y a des zones du corps qui sont identifiées par rapport à certaines émotions? Tu parlais des bras qui t'en tombent. Est-ce que le kinésiologue a des zones de préférence où il va faire sa première recherche, par exemple? Le test, il est souvent fait sur l'avant-bras. Donc, je ne connais pas le nom des muscles, mais sur l'avant-bras. Mais parfois, quand ce n'est pas très clair, il peut utiliser la cuisse, puisque c'est quand même un muscle qui est assez fort. Donc là, il n'y a pas de doute, quand il lâche, quoi. Ok, très bien. Tu as parlé de transgénérationnel. Il y a peut-être plein de gens qui se posent la question, certains qui en ont entendu parler, certains qui se disent que c'est un délire de chaman ou de charlatan pour certains. Comment tu peux expliquer le transgénérationnel du coup? J'utilise cette métaphore parce que déjà elle me parle en venant, comme je vous disais tout à l'heure, du Sud, qui est très terroir agricole, mais je pense que ça va parler à tout le monde.
On est un fruit, le fruit d'un arbre. Et si on veut connaître toutes les propriétés de ce fruit, comprendre son acidité, son taux de sucre, sa rondeur, il va falloir aller regarder comment le sol est nourri, comment l'arbre est exposé au soleil. Et donc, le fruit n'est pas que le fruit, mais il est vraiment relié à tout ce qui constitue l'environnement jusqu'aux racines et jusqu'aux pluies des peut-être 2-3 années d'avant. Nous, c'est un peu pareil. On est le fruit d'une lignée. Et chaque lignée va avoir ses moments de vie joyeux, ses moments de vie difficiles. Et tout ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire notre ADN, qui peut se modifier, qui peut être transformé si pour le peu qu'on y travaille un petit peu dessus. Mais on remarque au travers des recherches qu'en épigénétique, aujourd'hui, il y a encore des gens qui reçoivent des transmissions transgénérationnelles de la Deuxième Guerre mondiale, comme je vous disais pour moi, de certains exodes forcés, encore de l'esclavage, et c'est encore là. Et donc ça nous pèse à tous, mais ça nous rend forts aussi. Et donc l'idée, c'est de garder ce qui nous rend forts et d'aller lâcher ce qui nous bloque. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ta définition, parce que il y a différentes personnes qui le voient de différentes façons. Et là, tu l'as présenté comme un encodage, d'une manière très scientifique, comme un encodage dans les gènes de la personne. Et il y a d'autres personnes qui vont parler plutôt de spiritualité, qui vont parler d'âme, etc. Est-ce que toi, tu te limites à ça, ou est-ce que dans ta vision des choses, il y a quelque chose qui peut dépasser le matériel ? Bon, puisqu'on est là pour raconter, je fais partie d'une team, je ne crois que ce que je vois jusqu'à ce que la vie me prouve le contraire. Très cartésienne. J'ai été élevée par des gens qui sont dans la terre, qui sont dans la terre, qui sont très cartésiens. Et la vie m'a montré qu'il n'y a pas que ça. Qu'on fait partie d'un tout, et que ce tout, comme l'air qu'on respire, il ne se voit pas en fait. Et j'ai vraiment commencé à ouvrir vraiment les possibles. Aujourd'hui, là, quand on se parle, je peux dire que tout est possible pour moi, et que je ne suis qu'un élément d'un tout. Je vois certaines choses, j'en décode certaines choses, et puis il y a plein de choses que je ne vois pas et que je n'ai pas la capacité de décoder aujourd'hui, en tout cas. Ouais. Je suis obligé de rentrer directement, vu que les questions me viennent par rapport à ce que tu dis, mais peut-être qu'on peut parler de ce que tu fais aujourd'hui pour pouvoir développer tranquillement. Carrément. Au-delà donc de prof d'anglais, donc on a parlé de Doudou, de Malik, de Vincent, que tu accompagnes ou as accompagné. Tu les accompagnes de quelle manière ? Alors effectivement, je suis prof d'anglais en lycée, et à côté de ça, j'ai voulu m'ouvrir à l'aide, à l'accompagnement des gens, parce que moi-même, j'ai été accompagnée dans une méthode que j'ai trouvée génialissime. Et quand la personne a voulu former à cette méthode, elle m'a proposé, et je dis, mais carrément, au départ, c'était très égoïste, je voulais en apprendre plus sur moi et mon fonctionnement. Et dans le cursus, en fait, je devais accompagner des gens pour être validée. Et quand j'ai accompagné les gens et que j'ai vu ce que ça faisait sur les gens, j'ai dit, si moi, ça me fait ça, eux, ça leur fait ça, en fait, ça serait hyper égoïste de ne pas le partager. Très bien. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner. À côté, en parallèle, je me suis formée à d'autres techniques. Donc, aujourd'hui, j'accompagne avec plusieurs techniques, plusieurs outils, à se libérer de leurs croyances limitantes, de leurs peurs et de leur blocage au quotidien, donc de leur schéma répétitif qui ne va pas leur faire du bien. D'accord. On voit sur notre génération, on va dire, énormément de personnes qui se lancent justement dans des activités d'accompagnants, accompagnateurs, thérapeutes. Donc, nous, on commence à peu près à avoir un peu le schéma de qu'est-ce qu'un psychologue, qu'est-ce qu'un psychanalyste, qu'est-ce qu'un psychiatre, qu'est-ce qu'un thérapeute, un psychothérapeute ou autre. Toi, comment tu définis justement cette activité-là pour toi ? Moi, j'appelle ça un accompagnement thérapeutique.
tous les outils qui m'ont été donnés, je les ai vécus sur moi. Donc c'est ça, être thérapeute, c'est avoir suivi un cursus thérapeutique soi-même, être formé à cet outil pour ensuite pouvoir le transmettre. J'ai été formée à des techniques aussi, notamment l'énéagramme, qui sont utilisées aujourd'hui dans les RH, en psychologie ou en accompagnement thérapeutique aussi. Et voilà, et c'est avec ces outils-là que je propose des accompagnements thérapeutiques. Il y a un moment, moi, quand je t'ai rencontré, il y avait ce nom de sophrologue. Ouais, j'ai fait 2 ans d'études en sophrologie pour être validée, parce que pour moi, un accompagnement thérapeutique, il est important à partir du moment où on est connecté au corps. Et souvent, il y a quand même beaucoup d'accompagnements qui sont très cérébraux. Et l'idée, après, c'est aussi de voir, comme j'en parlais pour la kinésiologie, comment le corps y réagit, comment les gens respirent. Est-ce qu'ils respirent avec le haut du corps, avec le bas du corps? Est-ce qu'ils sont plutôt centrés sur le haut du corps ou sur le bas du corps? Comment ils vont mettre leurs jambes, comment ils vont se tenir? Et tout ça, la sophrologie, elle m'a beaucoup aidée à voir et à donner des tuyaux parfois aux gens que j'accompagne de comment respirer, comment se placer, comment se positionner, comment prendre du recul, se détacher. Et notamment dans des séances d'hypnose, j'utilise la sophrologie pour amener la personne à vraiment être en confiance dans la séance, quoi, par exemple. On en parlera. Ouais. des séances d'hypnose. Donc tu parles de cet accompagnement, donc déjà que tu as vécu de manière personnelle, et ensuite de ton envie de pouvoir le proposer. À quel moment ça arrive, ça, par rapport à ta carrière de prof d'anglais? 10 ans à peu près, 10 ans après que j'ai commencé, je suis arrivée à Paris après 1 an de stage, de prof stagiaire à Narbonne, justement. Je faisais partie de l'Académie de Montpellier. Et puis quand tu es validé dans l'académie où tu as passé ton CAPES, le diplôme pour être prof, on te demande de classer les académies françaises par ordre de préférence. Et puis on t'envoie là où il y a de la place. Il y a de la place en fonction de ton rang, de tout ça. Donc l'Académie de Versailles, c'était mon 20e vœu sur 24. Et c'est là où j'ai été envoyée. Et là commencent les problèmes. C'était dur. Hein. Je quittais à l'époque mon chéri qui était à Toulouse. Je quittais ma famille, mes amis. Vraiment, c'était très compliqué. Je connaissais personne. Tu es arrivée dans quelle ville, du coup? Je suis arrivée... Alors, j'étais remplaçante, donc j'avais même pas de ville vraiment où exercer. Rattaché, ouais. Mais il y a une dame adorable, par une connaissance, qui m'a hébergée, moi et une autre amie qui venait aussi de l'Académie de Montpellier. On est resté chez elle pendant 1 mois, à Montgeron. Ah, je connais bien. J'ai vécu à Montgeron un an et demi. Ok. Pareil, sur une phase transitoire en quittant Toulouse. C'est marrant, hein? Ah ouais, c'est rigolo. Ouais. Et puis après, 12 ans à Épinay-sous-Sénard. Et puis voilà, je suis restée dans ce coin-là puisque je travaille dans ce coin-là. Ok. Petite dédicace à ma tante Annie, que j'embrasse très fort. Elsa, je reviens un petit peu à l'enfance. Est-ce que à cette période-là, il y avait quelque chose, ou un talent, ou une valeur en tout cas qu'on te reconnaissait, quelque chose pour laquelle tu étais douée? Quand j'étais petite? Ouais. Quand tu dis petite, tu dis c'est peu importe l'âge. On va dire même à quel moment tu ressens le fait que tu as une valeur aux yeux du monde? Alors, c'est une question rigolote. Je n'ai jamais ressenti que j'avais une valeur aux yeux du monde. Oh pétard. On démarre son accompagnement. C'est ça. Bienvenue au monde des meetings. Non, pour moi, j'ai toujours eu la sensation d'être un élément d'un groupe, en fait. La notion de groupe, pour moi, elle est très importante. Donc, j'ai toujours été un élément d'un groupe. Mais de là à dire le monde, tu vois, là, même là, tu vois, en te parlant, je me dis, ça me semble bien grand. De mon monde, peut-être, mais du monde, par voie de ricochet ou effet papillon, peut-être, mais voilà. Bon, forcément. Commençons par ton monde. Le groupe, tu le définis comment, et cette appartenance, à quel moment tu te rends compte que tu es accepté dans ce groupe-là?
Le groupe, il y en a plusieurs. Je fais partie de ceux qui ont un côté social assez développé. Donc, il va y avoir le groupe familial, il va y avoir le groupe des amis de la danse, il va y avoir le groupe des amis de tel truc et tel truc. Et donc, voilà, j'ai plusieurs groupes. Et dans ces groupes, je pense que j'ai toujours eu à cœur que ça se passe bien, que tout le monde s'entende, que ce soit fun et qu'on avance ensemble, en fait. Qu'on se lâche pas, quoi. Un être social. Ouais, je dirais ça. Il y a forcément un moment dans ton monde, pas dans le monde, dans ton monde, où tu reconnais qu'on te répète peut-être que tu as quelque chose de particulier pour quelque chose, ou toi, ne serait-ce que même si on ne te le dit pas ou qu'on ne te le verbalise pas, que tu ressens que quand tu fais telle ou telle chose, on te regarde, ou ça manifeste une forme d'attention, ou quoi que ce soit. L'écoute a toujours été quelque chose qui a toujours été là. Que je pouvais noter ou qu'on m'a dit. Après, je pense que j'étais force de proposition, en fait. Donc, je pense que j'étais le ciment ou en tout cas la personne qui fait tourner la bétonnière, quoi. Si c'est pas moi le ciment, je faisais en sorte qu'il y soit. Ok. À quel moment tu décides, tu décides ou non, mais à quel moment tu rencontres finalement ces thérapies, cette voie-là de la thérapie très large qu'elle est? Quand j'arrive à Paris, je me fais un réseau d'amis au travers de la danse et petit clin d'œil à Céline qui, une amie qui me parle d'un accompagnement qu'elle suit et qui lui fait beaucoup de bien. Et moi, à cette époque, je me pose quand même beaucoup de questions. Elle était très ouverte sur des choses où j'étais pas du tout open. La pierre, je sais pas quoi, qui vient de je sais pas d'où, que si tu la touches, il t'arrive des choses. J'étais mais c'est quoi ces trucs? Bon, ça m'ouvrait sur un monde, justement, de l'invisible auquel je ne touchais rien du tout, quoi, sur lequel je touchais rien du tout à l'époque. Et de nature curieuse, j'allais avec elle, je regardais, j'observais, je voyais des gens gentils, adorables. Je dis, c'est bien et tout. Et puis après, elle me parle de ce qu'elle faisait pour elle. Et je me suis dit, tiens, je suis curieuse d'en savoir plus sur moi et je vais aller travailler là-dessus. Très bien. Est-ce qu'on se met par une petite musique, là? Ouais, parce que j'ai beaucoup de questions. Hein. On peut faire une petite pause, effectivement. Ouais, ça fait. Ouais. Là, on a posé le cadre. Ouais, le cadre est bien posé. Puisque c'est un épisode où le cadre est présent. On a posé le cadre. J'ai l'impression qu'il va sauter quand même. Il va sortir. Mais... Ouh là là. Elsa, c'est toi le DJ. Alors, tu nous as confié le fait que tu n'as pas super mémoire des morceaux ou des choses, mais est-ce qu'il y a une musique peut-être que tu as envie de mettre, ou alors, si tu n'as pas forcément d'idée en tête, une musique qui te rappelle un peu cette époque, le départ de Toulouse, en tout cas de la région? Il y en a une qui me vient en tête, parce que je l'écoute souvent, et notamment, je travaille dessus en ce moment. Donc, c'est le groupe IBI, et la chanson, c'est River. Très bien. On va s'écouter IBI, River. Ce sont des jumelles. Alors, IBI et c'est River. Jumelle afro-cubaine.
Merci pour cette découverte, Elsa. IBI River, c'est dans la boîte. Tu disais que tu travaillais en ce moment sur ce morceau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis partie d'une chorale a cappella, et c'est un morceau qu'on a tous choisi. Enfin tous, en tout cas la majorité a choisi pour celui-là. D'accord. En tout cas, celle qui fait la tournée à la bétonnière l'a choisi. Je l'ai proposée, elle a été sélectionnée puis choisie. Elsa, moi j'ai une grande question. Pourquoi tu es toujours professeur d'anglais? J'adore ça. Ça me fatigue, et les élèves, je les aime, mais ils me fatiguent. C'est des adolescents, c'est pas simple tous les jours. Mais en fait, j'aime voir leurs yeux s'ouvrir quand je leur apprends certaines choses, mais pas l'anglais, quoi. C'est la vie, en fait. J'aime les voir ouvrir leurs yeux sur la vie et ce qui se passe ailleurs, quoi. Et c'est quelle classe? Tu t'occupes de quelle classe? Seconde, première, terminale, D'accord. générale et technologique. Ok. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu envie d'être plus thérapeute que professeur ou... Oui, pas à cause du métier, mais à cause du métier de prof, mais à cause de ce qui entoure le prof, c'est-à-dire la hiérarchie. Ouais. Et quand je dis hiérarchie, c'est vraiment ceux qui sont au-dessus, hein, pas nos proviseurs ou proviseurs adjoints qui sont très BRO, gentils. tout ça. Genre ceux qui disent qu'ils savent rien au métier, mais qui sont là et qui sont nos ministres. Genre Borne, tout ça. Par exemple. Au pays des aveugles, les bornes sont rois. N'est-ce pas? Ouais, Ça m'a... Et le Covid, en fait. Le Covid m'a dégoûté du traitement qu'on reçoit. On a été d'un seul coup, on devait faire cours en distanciel sans avoir les outils. Ouais. Comment on fait? Les élèves, c'était no man's land, impossible de les joindre, c'était d'une grande n'importe quoi. Et le jour où on a appris qu'on était en confinement, moi j'étais au lycée, et en fait on me dit à partir de demain c'est à la maison. Et je dis je peux voir le proviseur adjoint. Non, ils sont pas là. Et en fait on était laissés comme des merdes, quoi. Je suis désolée, je suis vulgaire, mais tu peux y aller ici. Ouais. Mais ça m'a peiné. Ça m'a peiné de voir qu'on n'était rien, en fait. Alors, encore une fois, pas pour nos proviseurs et proviseurs adjoints, mais pour l'administration, les grands ministres, les machins, en fait, on n'est pas considérés. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. Et puis de là, ça en est suivi énormément de charges administratives, de travail, qui n'ont rien à voir avec notre métier de prof, quoi. Ouais. Le Covid a révélé que la France était un pays du tiers-monde qu'il méprise tant. Ouais, clairement. Ouais. Parce que là, on a le son de cloche d'une professeure, mais on pourrait avoir le même de médecins, d'infirmiers, de tout un tas de corps de métier, en effet, qui sont dans le service public, où c'est un peu ça, c'est un peu la foire fouille, quoi. Le service public, oui, ça fait longtemps, hein, ça date pas de maintenant, mais que c'est un peu lourd pour un gouvernement à prendre en charge, et à la fois, sans ce service public, qu'est-ce qui va arriver, quoi. Comme tu vois, toi, on fait juste un petit... une petite aparté étudiant là, mais tu vois le niveau, parce que nous de loin, on a la sensation que le niveau il régresse, mais on ne sait pas si c'est forcément des bruits de couloir ou quoi que ce soit. Moi, je vois juste le classement au niveau international de notre système éducatif. Je crois qu'on est placé un peu partout dans toutes les matières aux alentours des 60e. Je me dis, c'est incroyable. Je pensais qu'on était au moins dans les 10 premiers. Ça fait longtemps qu'on est loin dans les sondages européens, en tout cas en termes d'éducation. Mais je ne suis pas sûre que le niveau baisse. On va dire que ça dépend sur quoi, en fait. Par exemple, aujourd'hui, les élèves ont un niveau d'anglais bien meilleur que notre époque, clairement. Oui. Aujourd'hui, regarde les mangas, les animés en anglais ou carrément en VO, leurs films, leurs séries. Pas tous, hein, mais il y a quand même... C'est comme s'il y avait... En fait, l'écart qu'il y avait avant, c'est comme si aujourd'hui, c'était encore plus creusé. Donc, tu vas avoir des élèves qui ont un niveau de ouf. Limite, des fois, je me dis, mais que fais-tu ici? Je vais t'apprendre quoi? Bon, je vais t'apprendre à réfléchir en anglais, mais l'anglais, en gros, je ne vais pas te l'apprendre parce que tu le connais déjà. Et puis, il y a ceux qui sont vraiment en bas et l'écart s'est vraiment creusé. Donc, je ne dirais pas que le niveau, il baisse parce qu'il y en a qui décollent et il y en a qui sont vraiment râlés pas crête. Je dirais que ce qui change, c'est vraiment le rapport à l'autre, en fait.
et le rapport à eux par rapport à avant. Ça, je vois vraiment des différences. Ça fait 20 ans que j'enseigne. Ça fait pas non plus 60 piges ou quoi, tu vois, mais déjà en 20 ans, je vois vraiment le rapport à soi, le rapport à sa propre image, l'image de l'autre, le rapport à l'autre, comment je me positionne, comment je parle, comment je vois la hiérarchie, comment je vois... Enfin, tout ça, ça a vraiment évolué, quoi. Est-ce que tes élèves sont au courant de ton autre activité ou pas du tout ? Je n'en parle pas. Mais aujourd'hui, on est dans une ère où ça cherche. Te stalk. Ça Google. Donc, les élèves, aujourd'hui, dès qu'ils voient le jour de la rentrée, avant même de connaître leur prof, ils sont déjà allés faire leurs recherches. Donc, souvent, les élèves me trouvent. Ok. Est-ce qu'il y en a certains qui t'ont manifesté une inquiétude du fait que tu étais, je vais dire, raccroché à la branche psycho ou quoi que ce soit ? Non, pas du tout. Au contraire, j'ai même des élèves, après, quand ils sortent du lycée, qui viennent me voir pour des petits tuyaux, des renseignements, des conseils. Ils sont très respectueux, ils arrivent vraiment à scinder les choses, et après, ils viennent, quoi. Certains. Et toi, est-ce que tu arrives à maintenir une barrière entre justement ces deux casquettes, c'est-à-dire où ça infuse trop ? Pour moi, il n'y a pas de barrière. Merci. Une belle réponse. Je vais te poser la même question que Vincent, mais pour l'administration. Est-ce qu'ils sont au courant Oui, je suis obligée de référer au rectorat de ma deuxième activité. J'interviens aussi parfois avec les élèves en gestion des émotions, sophrologie. D'accord. Je suis obligée, en fait, en travaillant pour l'État. Ils doivent être au courant et je dois leur demander chaque année l'autorisation d'exercer ma deuxième activité. Et jusqu'à présent, c'est toujours bien reçu ? À partir du moment où c'est en lien avec mon travail, c'est-à-dire la gestion des émotions, la respiration, la capacité à se gérer soi, c'est OK. Ok, très bien. Maintenant, ça c'est ce monde professionnel du coup, donc c'est l'un de tes cercles sociaux. En dehors, les amis, la famille, comment c'est d'avoir une amie psycho ou thérapeute ? Comment les gens le gèrent, ça ? Dans la famille, pas. Ça se gère pas. Je suis juste Elsa. Je crois que dans les familles, on reste toujours, même si tu as 50 piges, 40 piges, tu es toujours la petite avec des couettes, quoi, tu vois. Donc, ça bouge pas. Ça bouge pas, je crois. Donc, ils me voient grandir sans me voir grandir. En tout cas, j'ai la sensation. Après, les amis, je pense que ça peut être chouette comme relou. Parce que je peux avoir des mots, des paroles qui viennent appuyer là où il fallait pas, ou là où ils n'ont pas envie que ça appuie. Et puis, c'est vrai que quand on aime quelqu'un, il y a cet élan du cœur qui est de vouloir aider aussi. Donc, c'est assez parfois délicat de se dire, bon, là, je me tais. Et puis des fois, en fait, je me tais pas, mais j'aurais dû me taire. Donc je sais, il faudrait leur demander. Ok, la deuxième question, c'est de savoir comment toi tu le vivais. Et tu as bien répondu du coup. Non, mais avant même de savoir comment tu le vis, c'est comment tu le détectes. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as conscience et dans une conversation, tu te vois commencer à analyser les paroles, les gestes, parler de kinésiologie, tout ça. Est-ce que tu comprends ou est-ce que tu as conscience d'observer les gens différemment ? Alors ça, par contre, je vais être très claire, je ne peux pas m'empêcher d'analyser. C'est-à-dire que c'est acquis, c'est pas de l'inné, mais c'est un acquis bien ancré, quoi. C'est-à-dire que dès que je rencontre quelqu'un, j'ai déjà analysé sa posture, son regard, la manière... Oui, après, je vais pas lui raconter des choses à la personne, mais il y a plein de trucs qui viennent de manière instinctive, quoi. Après, quand je suis avec les gens, oui, des fois, je me vois m'embarquer dans mes kiffs d'énéagramme et kinésiologie. Je me dis, oh, mais tais-toi. Donc, des fois, je me freine et des fois, je me freine pas parce que ça peut intéresser aussi en face. Et du coup, quand tu emmagasines, parce que c'est quelque chose d'acquis maintenant, toutes ces informations, et que tu as de temps en temps envie d'aider, tu as parlé de te freiner, mais comment tu le vis justement, ce peut-être trop plein d'informations qui t'arrivent ? Ça va, c'est OK. Je pense que mon métier de prof, il m'a vraiment briefé sur plein de choses parce que
Quand tu te retrouves toutes les heures avec 36 paires d'yeux devant toi, et toutes les heures ça change pendant 5-6 heures d'affilée, en fait, tu as l'habitude de prendre de l'info, la trier, la mettre de côté, laisser les émotions, tu vois, de pas te laisser submerger. Et finalement, ça m'a vraiment aidé à voir ce qui m'appartient et ce qui m'appartient pas, et de faire de mettre une distance assez saine, en fait. Est-ce que cette façon de trier là t'aide aussi par rapport à ta relation avec tes patients? Ah, carrément. Quand quelqu'un arrive avec des grosses choses bien lourdes, de l'émotion, des passés difficiles, chargés, ça vient me toucher, bien sûr, mais il y a une distance saine qui est là. Très bien. Première distance saine, le vouvoiement. Et là, je suis très heureux de pouvoir tutoyer Elsa. Tu l'attendais, celle-là. Parce que là, c'est pas ma thérapeute, c'est mon invité. Et là, ça c'est un kiff. Elsa, moi, je t'ai posé la question plein de fois lors de nos séances parce que, en fait, là, j'étais en retenue depuis 40 minutes, mais on va pouvoir lâcher le frein à main. Pendant les séances, en fait, tout le travail que j'ai fait avec toi, c'est comme si je découvrais un monde et ce monde-là, c'est moi. Donc, c'est très compliqué de comprendre qu'on n'avait pas forcément tout compris. En même temps, on avait compris quand même pas mal de choses, mais peut-être mal compris. Donc, il y a tout un travail de déconstruction, d'analyse, de compréhension, d'acceptation. Et lors des premières séances, en fait, finalement, tu as une séance d'introduction où on va discuter longuement et puis tu laisses le choix, finalement, à ton... Comment tu dis? Patient? Moi, non, je dis des clients ou les gens que j'accompagne. Ok. Parce que souvent, les gens qui viennent me voir, ils sont loin d'être patients. Elle est belle, celle-là. D'ailleurs, la salle d'attente, c'est l'endroit où devraient se sentir les patients le mieux possible. Trêve de calembour. On était sur... Ouais. Tu laisses finalement cette opportunité aux futurs clients ou accompagnés là, de pouvoir se dire finalement, je ne vais pas le faire. Moi, je t'ai répondu très instinctivement, ouais, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Et tu m'as prévenu et tu m'as dit, ça va piquer. À certains endroits, ça va piquer. Je ne pouvais pas m'imaginer, parce que moi, quand on me dit ça va piquer, ça me met un peu de défi. Ouais, toi, tu kiffes, toi. On te dit ça va te piquer. Tu fais, ah ouais, vas-y, j'y vais. On parlait du musée de la torture. C'est ça. Ouais. Sauf qu'en fait, ça pique là où on ne l'attend pas. Ça pique surtout dans des formes d'interrogation, parce que finalement, on apprend à se connaître, on apprend à se voir tel qu'on est. Et je me disais justement, et à plusieurs reprises, je t'ai posé la question, où je l'ai juste manifesté comme ça, mais ça doit être impossible, une fois qu'on a finalement ta connaissance de, je vais dire, c'est de la science sociale, c'est de la science cognitive, c'est une approche aussi en psycho, c'est une approche qui est quand même assez large. Ça doit être très difficile de composer avec le monde au jour le jour. C'est-à-dire que moi, je le vois déjà maintenant, là, après un an et quelques de thérapie, où j'ai compris des choses sur moi. Je vois tout de suite des gens qui ont même pas fait le stade 1 de se regarder dans le miroir, et on se dit, mais par où on commence en fait là? Parce que là, je suis face à une sorte de pierre. Et en fait, ça décourage direct. Moi, je vois, j'ai des comportements de fuite face à des gens où je me dis, c'est même pas de fuite, c'est de protection envers moi-même, de me dire, je rentre même pas là-dedans. Et d'autres, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on a vraiment envie d'aider parce qu'on les aime en fait. Et ouais, enfin voilà quoi. C'est quoi la question? Il n'y a pas de question. là, c'est plus des questions. C'est cadeau là. Je discute avec toi, mais il avait besoin de Donc, moi, j'ai une question du coup. Quand tu dis ça va piquer, donc c'est au bout de la première session, c'est ça? C'est général ou c'est le cas de Vincent ou d'autres qui te font dire ah tiens, ça va peut-être secouer? C'est l'analyse et la synthèse de la séance, ou ça fait partie du process? Ça pique tout le monde, ça fait partie du process. Parce qu'on va travailler sur la construction de qui on est. Aujourd'hui, on est qui on est parce qu'il y a ces fameux poids transgénérationnels, il y a ces fameuses blessures qui font qu'on s'est forgé une personnalité. Cette personnalité n'est pas nous, cette personnalité, c'est un masque, c'est une carapace, c'est un costume pour éviter ce qui nous fait peur, en fait. Donc forcément, quand on va venir toucher la personnalité de quelqu'un, ça gratte, ça pique, ça fait mal, quoi. Ça chauffe, ça brûle.
ça va rarement dans le sens du poil, puisque ce poil est en fait une armure pour se protéger, mais ne reflète pas vraiment qui on est. Mais parfois, ça fait du bien. Quand ça fait mal, tu veux dire? Non, pas forcément d'enlever ce masque-là. J'ai dit ça parce que j'ai une pratique, donc le body painting, qui me permet, moi, paradoxalement, de dessiner un masque, mais pour pouvoir révéler le masque qui empêche la personne de vivre telle qu'elle le voudrait. De temps en temps, ça génère des réactions, des larmes, des choses donc, qui sont plutôt de l'ordre de piquer. Mais de temps en temps, je sens quand même une sorte de soulagement qui va passer par l'étape de la douleur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des moments ou des personnes chez lesquelles cette étape que Vincent décrit comme quelque chose qui pique, est-ce qu'il n'y a pas des gens pour lesquels c'est libérateur dès le début? C'est libérateur dès le début pour tout le monde. En fait, comme c'est quand même un processus sur plusieurs séances, il y a des séances où je sais que ça a piqué. Je ne peux pas se dire lesquelles à l'avance, mais je sais que sur tout un processus, il y a des moments où ça a piqué, il y a des moments où ça va lâcher de ouf, là, il y a des moments où la personne, elle monte en conscience et elle s'auto-kiffe. Tu vois, comme tu dis, c'est beau. Il y a une union avec soi-même qui est là. Je sais qu'il va y avoir toutes ces étapes. Après, pour moi, c'est toujours un kiff d'accompagner parce que moi aussi, je me fais surprendre par la personne. Je sais que ça va arriver, mais quand et sur quoi, ça, voilà, c'est la magie. Est-ce qu'il y a des clients, finalement, où tu t'es dit ça va pas le faire, ça va pas fonctionner, soit j'ai pas les armes, il faut plus, ou finalement un truc où tu t'es senti un peu justement en échec parce que tu sens que la personne, finalement, c'est un peu unilatéral, elle freine trop du pied, elle veut pas avancer? Alors, il y a plusieurs... tout ce que tu dis, ça m'est déjà arrivé. Où dès le départ, je me dis, ouf, ok, ça va être compliqué. J'ai les armes pour la personne, mais je vais ramer parce que je sens que la personne, ça va être compliqué. Et ça a été de très beaux accompagnements où ça me demande quand même bien de l'énergie, mais on va jusqu'au bout. Et à un moment donné, en fait, l'armure, elle tombe, elle lâche et c'est génial. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, la personne, dès le départ, je dis non. Là, en fait, elle n'est pas prête, la personne. Ça ne va pas le faire direct. Et force est de constater que la personne ne me recontacte pas. Okay. Et puis après, il y a ceux où je me dis, ouais, ça va le faire. Et puis, au final, il y a un moment où ça bloque tellement que la personne abandonne en cours de route. En général, c'est la personne qui abandonne. Oui. Ok. Oui. Toi, tu n'as jamais mis fin? J'ai jamais mis fin. Ok. Non. Je vais expliquer un petit peu parce que je m'imagine là pour un auditeur qui entend énormément de choses et qui est peut-être loin justement de tous ces termes ou de toutes ces pratiques là. Moi, je vais parler un peu de ce côté transgénérationnel. Moi, j'ai entendu il y a quelques années justement qu'il y avait cette étude scientifique qui prouvait en fait que la peur, en l'occurrence là la peur, était transmise dans le génome et que donc c'était un héritage réel, et comme tu dis, qu'on retrouve finalement dans l'ADN de la personne. Ça m'a interrogé parce que je me suis rendu compte en discutant justement avec des personnes de ma famille que j'avais certaines peurs et certains surtout mécanismes quand la peur arrivait que des gens que je ne connaissais pas, à savoir mon grand-père par exemple, avaient déjà en fait. Et que je reproduisais des sortes de schémas, finalement, qui étaient déjà là, sans les avoir conscientisés, puisque je n'en étais pas au courant. Et en fait, en faisant ce travail avec toi, donc là, je me livre pour que les gens puissent comprendre, je me suis rendu compte, finalement, que j'avais un lien beaucoup plus fort que je ne le pensais, avec notamment ce grand-père-là, paternel, que je n'ai jamais connu, à tel point que, finalement, il était rentré dans ma vie, dans des endroits même, on va dire, intimes, puisque j'en avais pris le nom dans ma signature, sans forcément le conscientiser, en fait. Et c'est ce travail avec toi qui a pu me donner la grille de lecture et les ramifications qui me ramènent à, ok, tu as développé ce mécanisme-là, parce que, moi, je me considère comme un être spirituel, je crois en énormément de choses qui ne sont pas palpables. Pour autant, j'aime raccrocher cette spiritualité à une forme de science. Et en fait, ce qui m'a troublé, mais dans le bon sens du terme, dans l'accompagnement que tu as fait, c'est que justement, tout avait une logique. Il n'y avait aucune ligne qui pouvait laisser place à une forme d'interprétation un petit peu métaphorique ou quoi que ce soit. Il y avait
c'est un peu comme si on était face à un puzzle qui était totalement déconstruit et pièce par pièce, il y a un truc qui se dessine jusqu'à avoir une forme de tableau d'ensemble et une grille de lecture. Donc encore une fois, derrière cette prise de parole, il n'y a aucune question. C'est comme ça. Voilà. C'est un malade. On va aller dire à la limite, ceci n'est pas une collaboration commerciale parce que tu la vends très bien. Mais pose une question à la fin. Du coup, je vais reprendre le rôle. Les gars, je mets pas de questions parce que je me dis, j'aimerais que ce soit, tu vois, une discussion, tu vois. Oui, mais c'est une discussion. Sans forme de question. Mais là, je me rappelle maintenant pourquoi j'ai pris cette parole parce que je me dis pour l'auditeur, tu vois, ce côté transgénérationnel, là, je voulais le figurer avec un exemple concret et bon, chanter ta louange au passage, mais c'était ce truc qui est tu sais, qu'on pourrait dire magique parce que ça apparaît d'un coup et il n'y avait pas forcément la compréhension de comment on arrive à ce résultat. Maintenant, je vois le chemin. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je te disais, quand je suis face à un autre individu, je me dis, waouh, putain, tout ce qui reste à faire avant d'arriver, ne serait-ce qu'à se rendre compte que ça va pas. Et voilà, Sergio, pose ta question, frérot. Je vais revenir sur ce dont vous parliez tout à l'heure, donc les différents type d'accompagnement et le fait que tu sentes que ça va pas le faire ou que la personne abandonne, etc. Et je reprends ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que est-ce que ça correspond à un niveau de conscience de la personne, de ses mots? Est-ce qu'il y a, entre guillemets, un taux de réussite qui est meilleur sur différents profils ou pas? Non, c'est vraiment en fonction du taux de résistance de la personne. Mm-hmm. Et puis parfois, il y a des personnes qui... au-delà de la résistance, je ne sais pas à quel niveau ça se situe, c'est pas psychologique ni psychiatrique, mais on sent qu'il y a des personnes qui... C'est pas ça qu'il leur faut, et en fait, l'entretien ou nos échanges avant l'entretien vont leur permettre de sentir que ça va pas leur correspondre, quoi. C'est quand même quelque chose de... Nous, on s'en est rendu compte parce qu'on a vécu l'expérience... de se questionner sur soi-même et d'essayer de trouver des solutions pour mieux se sentir. Néanmoins, même si ça a été dur sur certains aspects, on se rend compte que, quand j'en ai discuté avec ma thérapeute, qu'on a invité à ce podcast, elle nous disait, ce qu'on fait, c'est plus dans le bien-être que dans la santé. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de santé mentale, etc. Elle dit, mais vous n'êtes pas malade, en fait. Il y a des gens qui sont malades. Est-ce que tu en rencontres? Est-ce que ça change la façon dont tu abordes les choses? Est-ce que ça te met plus de pression? Est-ce que tu as quelque chose comme ça qui est de l'ordre de « je dois faire attention à mes gestes parce que l'objectif est plus important que chez quelqu'un qui aurait juste envie d'améliorer sa vie, quoi. Est-ce que tu ressens une pression particulière par rapport à ça? En principe, c'est ce que je te dis, les gens, de la manière dont je vais amener les choses, soit quand ils m'appellent ou quand on se contacte par mail, soit au premier rendez-vous, si je sens que c'est de l'ordre de la maladie, c'est pas ça qu'il leur faut, en fait, c'est pas ce que je fais qu'il leur faut. Donc notre manière de se côtoyer dès le départ va les amener à ne pas choisir ce type d'accompagnement. Okay. C'est important de le dire parce que on a reçu deux personnes qui donc accompagnent des gens dans la thérapie, la guérison, et on sent déjà, en fonction de l'expérience, en fonction des techniques, on sent le niveau, entre guillemets. Quand on a déjà vécu ça, ce que dit Vincent dans ses longues tirades, c'est il arrive à voir comment en fait tu lui as fait avancer, etc. Moi, je me pose toujours la question, quand on choisit d'aller accompagner d'autres, qu'est-ce qui fait, par exemple, tu disais, je me vois mal ne pas partager ça avec les gens. Qu'est-ce qui fait que tu, justement, avec tous les bons résultats, les louanges que j'entends à gauche, à droite, pourquoi tu ne le fais pas pour beaucoup plus de monde? Pourquoi, quelque part, tu te caches encore? C'est la question que je posais. Pourquoi tu es encore prof d'anglais? Mais c'est beaucoup mieux dit ça. Ouais. Moi, en tout cas, en étant prof d'anglais, j'ai pas la sensation de me cacher parce que
c'est une manière d'ouvrir des jeunes sur le monde et sur eux-mêmes. À travers la langue qu'est l'anglais, on s'ouvre sur le monde, on s'ouvre sur un passé qui fait d'aujourd'hui qui on est, culturellement, civilisationnellement, au travers des échanges internationaux. Le microcosme et le macrocosme, hein, ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ce qui se passe dans le présent. Voilà, tout est miroir en fait. Donc pour moi, il n'y a pas, ce que je disais, il n'y a pas de barrière. Pour moi, c'est un continuum, tu n'utilises pas le même moyen, mais finalement, tu dis les mêmes choses. Par exemple, avec mes premières, je vais travailler sur le self-help et motivational videos. C'est ce que je fais avec mes clients autrement, mais c'est la même chose. J'ai même mes élèves, voilà, comment arrêter de procrastiner, comment on fait pour ne pas procrastiner, pour être opérationnel pour son devoir. C'est ce que je fais à des clients. Il n'y a pas de... C'est la même chose. En fait, c'est comment ne pas se limiter pour atteindre un objectif, que ce soit l'objectif scolaire, l'objectif dans la vie, après quand on est adulte, c'est la même chose. Donc voilà, ça c'est pour le côté... pour moi, c'est un très beau terrain d'ouverture sur le cœur et sur le monde que d'être dans l'éducation avec les enfants. Pourquoi je ne fais pas ça à grande échelle ? Je dirais que jusqu'à présent, j'étais dans un groupe qui travaillait à l'international. Donc j'ai accompagné des gens au Canada, au Maroc, en Tunisie, en Australie. Le niveau peut-être dans lequel je me suis inscrite, ou l'égrégore qui a été créé de ce groupe-là, n'était peut-être pas voué à cartonner, tu vois, au niveau international. Et moi, en tant que personne, je ne saurais te dire. La seule chose qui me vient, c'est comment faire. Voilà. Bah, ça tombe bien parce qu'on est dans la saison 2 qui est bientôt finie. La dernière saison. On a fait un flash forward, tu sais. Ouais, super série, une saison. Bon, nous, on a fait 2. 2, c'est pas Nous, on a mal fait déjà. Et peut-être que ça sera renouvelé. Comme Dexter a recommencé là. Exactement. Ouais, j'ai vu Ils ont ça. appelé ça comment ? Résurrection ? Ouais, un truc dans ce genre-là. Donc on sait jamais. Mais alors je vais pas parler de peur parce que je ne sais pas, mais je me dis par rapport au volume, tu parlais tout à l'heure de la façon dont tu dois trier, le fait d'avoir 36 élèves d'un coup. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de... Je perçois quand même des choses. Et bon, quand c'est les élèves, je pense que c'est plus light. Tu parlais d'accompagnement pour réussir des devoirs. C'est pas pareil que quelqu'un qui vient te Bien confier, sûr. entre guillemets, sa vie Bien sûr. au sens propre. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas cette pression de pouvoir le gérer pour un certain nombre de personnes et si ça explose, entre guillemets, d'avoir plus de poids, plus de charges à gérer? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là? Consciemment, non. Après, inconsciemment, tu vois, quand tu dis charge à gérer, je me dis, oh là là, ça a l'air lourd ton truc. Très certainement une partie inconsciente. Là, vraiment, tu vois, tu me cueilles là-dessus. On m'a déjà demandé, hein, pourquoi tu fais pas des séminaires, des machins. Je dis, mais il faut l'organiser, ton truc, là. Ouais, moi, je suis en étant toute seule... T'es pas toute seule, Elsa. C'est pour ça que j'ai pas fini ce que je disais dans cette fameuse saison 2, donc après notre prochaine pause musicale. On va discuter de quelque chose que tu pourrais avoir dans la tête où tu penses ne pas avoir les moyens, par exemple. Et puis on va faire un petit brainstorming pour voir s'il n'y a pas des solutions pour peut-être toucher plus de monde à travers des vidéos, des choses comme ça. Donc on aura le temps d'en discuter. Moi, c'est plus, je sais pas, mais dans ce que donc tes clients m'ont raconté, parce que pour le coup j'en connais 3, il y a quelque chose de plus fort que le détachement que je ressens, tu vois, en toi. C'est-à-dire, bon, j'ai fait ça un peu en m'amusant, quoi, non. Non. Ces gens-là me disent que tu as changé leur vie, tu leur as sauvé la vie. Enfin, c'est des choses assez fortes. Et je me dis, tu as forcément la perception de ça de ton côté. De te dire, je suis en train de dénouer quelque chose de lourd. Comment ça t'affecte, ce truc-là ?
Alors moi, j'ai jamais dit que je faisais ça en m'amusant. Non, c'est moi, c'est plus dans la façon dont Je préfère... hop. Ouais, non, c'est moi Je qui... recadre. Et t'as bien raison. Non, ça c'est... Je te le dis. Bon, de toute façon, quand quelqu'un dit ça va piquer, c'est qu'elle s'amuse. C'est hyper important pour moi. Effectivement, je vois, comme tu dis, les nœuds, les machins et tout, mais quand je dis que je le fais avec détachement, c'est que ça ne m'appartient pas. C'est-à-dire que je ne vais pas éponger. Tu vois, c'est ça en fait. Quand je dis ça ne m'appartient pas et que je suis en détachement, c'est que sinon, tu finis ta journée, tu cherches un pont quoi, pour sauter dessus, tu vois. Il y a quelque chose qui ne m'appartient pas et c'est ça en fait qui me permet justement de faire ce que tu dis, c'est là je vois le nœud, mais parce que je ne m'approprie pas ce que l'autre ressent, je vais pouvoir l'amener jusqu'à se défaire de ce qu'il ressent pour pouvoir avancer. Si j'étais vraiment dans je m'approprie tout ça et on pleure ensemble, on n'avance pas quoi. C'est pas ça l'idée. Donc ça m'affecte si on n'avance pas. Ça va m'affecter. Si j'avance pas, s'il y a un blocage qui perdure, ça va m'affecter. Puis je me dis, ok, il y a un truc que j'ai pas fait correctement, donc je vais chercher, je vais essayer de voir comment je peux amener le truc, comment je peux modifier. Ça peut me prendre une charge mentale et ça peut m'affecter, mais pas moi et mes émotions, mais plus dans merde, il y a un truc que je loupe, allez, vas-y, comment je peux arriver à... Après, je suis toujours remplie d'émotions, mais c'est de la belle émotion quand on dénoue et que je vois l'autre en face qui ouvre son œil ou qui justement va lâcher quelque chose. Et là, c'est beau, en fait, c'est magique. C'est ça, en fait, quand je dis, mais je veux le partager, c'est que ces moments, ils sont magiques. Quand tu vois quelqu'un qui ne peut pas prendre des ascenseurs et qui est livreur, et qui, au bout d'une séance, monte la tour Montparnasse plusieurs fois en aller-retour sur les ascenseurs en me téléphonant et me disant « je peux y arriver », là, je kiffe, quoi. Comment tu débloques ça, pour être très précis sur ce cas-là? Pour être très précis sur ce cas, c'est un transfert. C'est-à-dire que la personne n'arrive pas à voir quel est le problème et elle va transférer le problème interne sur autre chose. Donc l'ascenseur n'est pas le problème. Le problème, c'est autre chose. Et donc, on va voir cette autre chose et on va nommer que cette autre chose est transférée sur l'ascenseur. À partir du moment où on nomme que le problème n'est pas l'ascenseur, l'araignée ou je ne sais trop quoi, mais que le problème, c'est autre chose, à partir de ce moment-là, déjà, il y a un détachement par rapport au problème et soit ça suffit, soit on va le travailler en hypnose, on va le travailler sur autrement, mais parfois, juste de le dire, et ça a été le cas de la personne, ça a changé sa vie, mais du jour au lendemain, à partir du moment où on a dit que en fait, c'est un transfert, il y a un truc qui s'est passé et voilà, ça a changé complètement. Avant d'aller sur l'hypnose, je sens que tu avais envie de monologuer. Allez, on va te laisser ton monologue hypnose dans 2 secondes, Vincent. Allez, bâtard. T'as vu comment je suis entouré? Je vois. Avec des amis comme ça, frérot. T'as pas besoin d'ennemis. On a dit c'est la fin, donc on peut y aller. Juste cette histoire de transfert. On va reprendre, peut-être pas ce cas précis d'ailleurs, mais comment tu arrives à identifier l'objet du transfert? C'est quoi? C'est un entretien? C'est des choses que tu comprends? C'est ton écoute? Ou il y a un processus qui te permet de trier, de trouver ce qui cloche? On va dire qu'on a quand même pas mal de notamment une grosse séance de 3 heures où je décortique la vie de la personne, son arbre généalogique, lui ou elle, de sa naissance jusqu'au moment où la personne vient me voir. On décortique, et mon protocole d'analyse me permet de voir en fait les problématiques. Et après, mon protocole d'analyse aussi me permet de voir possible transfert en fait. Problème avec la maman, une maman toxique, par exemple, ça peut donner effectivement des phobies avec les araignées, avec les fruits de mer, avec la mer. Voilà, plein de petits trucs comme ça c'est plein de choses qui, en entonnoir, m'amènent à trouver les objets de transfert. D'accord. Avant de te laisser faire ton monologue, dernière question. Vas-y donc. Plus tu rajoutes des questions, plus le monologue s'allonge. Je sais. Donc on va aller sur un truc, mon gars. T'as pas idée. Tu disais que tu avais été formé à cette méthode. Oui.
ce que tu appliques, c'est plus lié à ta formation ou à ta sensibilité? C'est tout, en fait. C'est comme je disais, il y a cette formation qui a été quand même un gros bloc, mais à côté de ça, j'ai quand même 2 ans de sophrologie qui m'ont ouvert sur d'autres choses. L'énéagramme qui m'a clairement, pour moi, ça a été une grosse révélation aussi. C'est quoi ça d'ailleurs? L'énéagramme, c'est une classification de la population en plusieurs types de personnalités. Les personnalités... 9. Le bon élève. Et combien de sous-types? 3. Yeah. Tu veux prendre la parole là-dessus? Je laisse notre invité spécialiste se charger de la chose. Et donc, ouais, voilà, ça remonte à Pythagore. Alors, petite parenthèse, qu'on ne dit pas souvent, mais Pythagore, c'est les premières sources qu'on aurait de l'énéagramme viendraient de lui, mais on sait qu'à l'époque, les Grecs allaient souvent se former en Égypte, donc il est fort possible que ce soit un savoir qui vienne d'Afrique. Mais ça, on ne peut pas, en tout cas pour le moment, on ne sait pas. Mais voilà, je ferme la parenthèse, ces possibilités. Donc Pythagore, avec ses amis philosophes et mathématiciens, s'amuse un peu à analyser l'être humain, en fait, et se rendre compte qu'il y a 9 grosses blessures et qu'avec ces 9 grosses blessures de l'enfance, on crée 9 grosses personnalités. Et puis, voilà, ils transmettent un peu ce savoir qui ont été repris par les soufis, qu'on va retrouver dans les religions, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes. On va retrouver un peu les 7 péchés capitaux. Enfin, voilà, c'est les blessures, le côté un peu dark de l'être humain et son côté lumineux. Voilà, on va retrouver un petit peu ça. Ça a été développé aussi par Gurdjieff en Europe, où lui, sa technique, c'était... On s'enfile une bouteille de vodka, une fois qu'on est bien sous, le masque tombe et là on peut rentrer. On voit qui est qui. Alors qui est qui? on voit ça, puis finalement, les gens se sont dit, ta méthode elle est un peu costaud quand même, on va peut-être... voilà. Ouais. Et puis c'est un gars en Amérique latine qui finalement a voyagé, qui a pris toutes les infos autour du monde et qui s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un fil conducteur qui était le même partout. Et ça a donné l'énéagramme tel qu'on le connaît aujourd'hui avec 9 profils... Et 3 sous-types à chaque fois pour les 9 profils de personnalité. Très bien. Alors, je laisse les auditeurs aller sur les 9 profils, mais là, je vais parler des sous-profils qui sont tout aussi intéressants. Pour moi, c'est mieux que les profils. Exactement, parce qu'on a 3 types de profils. Alors, je vais essayer de m'en souvenir. Il y a les êtres sociaux. Oui. Il y a les êtres survie. Oui. Et le 3e, cérébral... Tête à tête. Tête à tête. Ok, ça y est, je me rappelle. Le tête-à-tête. En fait, le tête-à-tête, je pense que je l'ai exclu de la mémoire parce que, je sais pas, je m'en cogne des tête-à-tête. Donc, en gros, si on doit expliquer, il y a des êtres donc sociaux. Les êtres sociaux, ce qui leur importe à eux, c'est finalement les interactions, les liens qu'il peuvent y avoir entre les êtres humains et comment faire en sorte que tout soit une sorte de phénomène social, de lien qui se maintient, et donc c'est des gens, voilà. Donc tu peux appartenir à l'une des grandes familles des 9 et à l'intérieur être social. Mais tu peux faire partie de l'une des grandes familles des 9 et être profil tête-à-tête. Le tête-à-tête, ce qui est important, c'est le lien unique avec celui qu'il a en face de lui, c'est ça? Ou ceux qu'il a en face de lui. Ça peut être, si je suis en tête-à-tête, moi et toi, moi et mon bouquin, moi et mon travail, et puis autour... Moi et mon chat. Voilà, c'est ça. Par exemple. Et les êtres survie, alors cela c'était marrant. C'est marrant parce qu'il m'énerve, je suis désolé pour tous les survies qui se reconnaîtront. L'être survie, alors lui, en plus j'en connais plein et que j'aime beaucoup. Donne des noms. Bakary. Bakary survie. Oh, t'as pas hésité une seconde, c'est incroyable. Mais quand tu m'entends de survie, tu vas comprendre. Alors le survie, lui, il est là pour quelque chose de factuel. Il est là, en gros, si tu dis je pense que Charles aussi, il est survie. Alors, j'explique. Toi, je suis en train de poucave mes gars. Oh là là. Il fallait pas lui donner la parole, je pense. Donc, en gros, survie. Tu me diras si je me trompe. Oui, vas-y. Okay. Survie, si tu lui dis, on se voit mardi, on va manger ensemble. Mardi, on mange ensemble. On est mardi, on mange ensemble. Et si finalement tu troques le repas par une balade, c'était pas ça le deal. Le deal, c'était qu'on mange ensemble. Donc on mange ensemble, on va pas se balader. Le survie, ce qui l'importe, ça va être la survie. Donc le fait d'être opérationnel, le fait d'être... c'est bien ça, hein? Oui, c'est tout ce qui va être relié à la survie, donc la nourriture, le sommeil, l'écologie personnelle,
le cadre, la sécurité. L'optimisation, quoi. Ça en fait partie, oui. Ça en fait partie, mais c'est surtout vraiment, tu prenais l'exemple du repas, si tu l'as invité pour manger, mais qu'au final, tu l'emmènes faire une balade, lui, il faut qu'il mange. Ouais. Et à une heure précise. Et si l'heure est décalée, ça va pas le faire. Ok. Ouais, je sais plus du coup si je croyais le côté un petit peu opérationnel, clac clac clac. Donc t'as Ça en fait partie. balancé les gens pour rien. Oh là là. Il a fait sauter un fusil pour pas grand-chose. Non, Bakary, c'est sûr, il est survie. C'est sûr. Bon, bref. Mais je trouvais ça marrant, en fait, finalement. Et bien sûr, après, donc, ça fait 27 combinaisons possibles. Oui, 27 profils. Et donc, ouais, je trouvais cette approche assez marrante de voir. Donc, vous, chers auditeurs, essayez de voir si vous êtes plutôt sociaux, tête à tête ou survie. Vous vous classez comment, les gars? J'ai pas les 9, donc... Non, mais dans ces les 3 sous-titres. Il y en a un qui est majoritaire, un minoritaire, et le troisième est souvent très très peu développé. À quelques pourcents, mais sinon... Chez chaque personne, tu veux dire? Ouais, à peu près. je suis certainement celui-là. Je sais pas. Non, chaque personne, tu as les 3 à C'est 3 ça. degrés différents. Tête à tête, c'est C'est soit... ta relation avec la c'est- personne. C'est ça, c'est vraiment un côté du duel, moi et le groupe, mais le groupe étant une entité et pas plein de gens. Moi et le livre, moi et mon jeu vidéo, moi et... où il y a besoin d'intensité, de profondeur. Salut, il fait beau aujourd'hui, ça intéresse pas. Par contre, allons parler d'un sujet ça y est, très c'est bon, profond. C'est bon, ça y est, c'est bon. Et puis, une fois que tu es parti sur le sujet profond, ça peut durer des heures. Moi, je parle pas tant que c'est pas profond. Donc, forcément, Moi, je parle pas. 99% tête à tête. j'imagine. Tête à tête. Alors que tu vois, en social, vu qu'il y a plein de gens, si on s'amuse à faire de la profondeur avec 100 personnes, ça va pas le faire. Donc, Moi, social, non. ça va plus, en social, être beaucoup moins profond, mais plein de petits moments importants, mais pas forcément de place à la profondeur parce que pas le temps, parce que beaucoup de choses à relier. Social, c'est mon masque. Je sais faire, mais c'est pas moi. Là, je dirais social en famille, moi, en fait. Tu vois, c'est bizarre quand je me pose la question. Et vraiment, les moments où je suis en Et- agitateur clown, tu vois, avec tout le monde, c'est dans Ouais. ces moments-là. Et comment tu fais pour être social profond? Bah, tu switches Si tu veux installer de la profondeur avec plein de gens. Tu fais un séminaire, tu te Bah, mets sur scène. C'est son brainstorming tout à l'heure. parce que De dingue, C'est ce hein. qu'on t'a demandé, en fait. De dingue, hein. Oui, je vous vois, les mecs. Parce que moi, je me vois social, mais en même temps, j'aime la profondeur, tu vois. Tu le fais avec tes textes quand tu es sur scène. Mhm. Pof. Et survie, un peu quand même. Hein. Survie, c'est vraiment s'assurer qu'on manque de rien. Il y a vraiment ce truc de on va pas manquer, quoi. Bah oui. Ouais, ça, ouais. Mais tu vois, l'aspect de si je te dis on va manger et que finalement ça se transforme en expo, j'ai pas l'impression que ça va te. Non, mais par contre, si tu viens pas, là, il y a un problème. Non, si tu viens pas, il y a un problème. Mais ça, c'est le respect, ça. Ouais, mais, Ça sera peut-être plus sur le type, le fameux 9 types, D'accord. que le profil. Sous-type. Donc le sous-type, clairement, tête à tête, avec un peu de survie et sociale quand je me transforme. Ouais, par nécessité, quoi. Ouais. Mm. On est obligé de composer Donc, par survie- avec les gueux. Avec la plèbe. Par survie, tu vas dans ton social. C'est ça. Il y a quelque chose que tu as dit au tout début de notre travail qui m'a interpellé. Il n'y aura pas de questions, je vous le dis tout net, il n'y aura pas de questions. C'est, et ça je le donne du coup en tips pour nos auditeurs, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Et tu faisais ça avec un geste du coup que j'ai associé à cette phrase-là, tu vois. Parce que quand on a démarré notre travail, moi je suis venu comme on va chez le psychanalyste. Il y a un sofa, on s'allonge et on envoie, tu vois. Ouais. Moi, c'est mon domaine, ça. Le monologue, ouais. Voilà. Elsa m'a entendu sur des monologues de 3 heures, les gars. Donc, je suis venu comme ça, sauf qu'elle m'avait vite fait comprendre qu'il fallait travailler ici. Donc, c'est pour ça que je dis notre travail. Et que le travail, ça passe par de la prise de notes. Mais elle m'a dit, vous pouvez aussi enregistrer. Et donc, à cette première séance, je crois, j'ai enregistré en fait notre séance. J'avais posé le dictaphone. Et en fait, la dernière fois, je cherchais à faire écouter la voix de mes enfants quand ils étaient petits, à leur faire écouter leur propre voix, puisque j'enregistre plein de fois mes enfants.
Et je tombe sur première séance sophro. Et donc, je clique. Et puis, j'avance un petit peu et je m'écoute parler, en fait. J'espère que t'as mis en x2 ou x3. Hein. Non, mais en fait, j'ai pris que des petits passages. Et même sur les petits passages où je suis allé, en fait, je voyais tous mes refus de jeu, en fait. Tous mes blocages, tout. C'est-à-dire que tu me parlais, je disais, non, mais la plupart de mes réponses où tu me proposais quelque chose, je disais, non, pas forcément, et je m'énervais, en fait. Ça m'énervait. Bon, bref. Et tout ça pour dire qu'il y avait une phrase qui m'avait interpellé, justement, à ce tout début de processus, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ça, j'invite aussi les auditeurs à faire ça. Donc, ça peut être la peur de l'ascenseur ou quoi que ce soit, mais celle-là, elle est peut-être un peu compliquée de qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais souvent, on va se dire un truc du style, je trouve pas, si je rapporte ça, parce que j'ai eu cette discussion-là avec quelqu'un de ma famille qui est jardinier, et je lui passe un grand bonjour, il se reconnaîtra. Il me disait, ouais, mais c'est compliqué, forcément, il n'y a pas forcément assez de clients. Et je dis, mais... Il était flasheur avant ? Hein ? Non, il était pas flasheur. Et je lui disais, mais en gros, l'idée, c'est de se dire, comme lui, il a déjà, soi-disant, analysé le problème, moi, je vais aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais quelle est ta zone où tu vas chercher ? Là, c'est sur cette zone-là. Et pourquoi tu vas pas dans l'autre zone ? Et en fait, c'est très compliqué, en fait, d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Parce que finalement, cette réponse qu'on s'est déjà construite, elle nous convient. Elle convient normalement à la société, puisqu'on peut le dire en société et que ça mette fin au débat. Et on construit des sortes de prisons confort, en fait, sans aller chercher ce qu'il y a derrière, quoi. Donc, faites ce travail-là de qu'est-ce qu'il y a derrière. Toujours pas de questions. Hein. Non, C'était un tips. je pose aucune question, les gars. Non, c'est bien, fini. c'est bien. C'était un tips. De qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ce que je viens de dire ? Pourquoi je pose pas de questions ? Donc, tu nous as parlé puis on va parler un peu de toi. Donc, tu nous as parlé de cette thérapie que tu as engagée avec Elsa. Ça a duré combien de temps ? C'est quoi en volume ? Qu'est-ce que ça demande comme investissement ? 1 an et 2 mois, je crois, quelque chose comme ça, à raison d'une séance toutes les 2 semaines, avec peut-être une écartade ou 2 pendant les vacances, les grandes vacances ou un truc comme ça. Et ça, c'est une durée standard, Elsa ? C'est un processus de 13 à 17 séances en fonction des personnes, des besoins. En fonction des monologues. À raison de 2 heures à chaque fois. D'accord. Et l'idée, c'est de faire très rapproché au départ. Et puis après, d'espacer, parce qu'après, on passe à la pratique. Et pour pratiquer, il faut un peu de temps entre chaque séance, puisque je donne des outils, justement, très pratico-pratiques après. Donc, l'idée, c'est que les gens, ils aient l'habitude un peu de pratiquer. Et puis, on se revoit, des nouveaux outils, on pratique. Et puis, plus ça va, et plus on jongle avec plusieurs balles. Donc, au début, on se voit beaucoup. Puis après, on espace un petit peu, tout en restant quand même cadré, parce que sinon, les gens, ils arrêtent de pratiquer. Ils croient que c'est les vacances. Non, c'est au quotidien. Tu parles de cadré et tu parles de cette limite de 2 heures aussi. Quand dans la séance, tu as des profils différents, donc des gens comme Vincent qui vont envoyer beaucoup de mots, de verbes, etc. Comment tu fais ? Est-ce que, je sais pas moi, à la mi-séance, tu sais que tu n'as pas assez avancé, donc il faut que tu accélères. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ? Ça arrive. Des fois, je dis, bon, j'ai compris, et sinon, c'est-à-dire que je vais amener à la personne à se rendre compte qu'elle bavarde parce qu'elle évite le travail, en fait. Donc, tout ça pourquoi ? Quel est l'objet ? Je sais pas, ça va dépendre à chaque fois de la personne, mais essayer de me dire, mais est-ce que ça nous amène vraiment quelque part ? Parce que parfois, oui, c'est ça, c'est qu'il faut arriver quand même à distinguer. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de prendre leur temps, et les brusquer ne serait pas du tout bon. Ouais. Là, actuellement, j'accompagne quelqu'un qui est très bien, mais dépasser 1 heure, 1 heure et demie, c'est très compliqué pour lui. Donc, en fait, on ne fait pas des séances de 2 heures, on fait des séances d'1 heure ou d'1 heure et demie. D'accord. Je m'adapte quand même aussi à là où en est la personne, quoi. Mais quand il y a un peu trop de monologues, c'est que la personne, en fait, elle ne veut pas aller là où on doit aller. Esquive. Et l'inverse, quand la personne ne dit pas grand-chose ? Là, je nomme que s'il y a un silence, c'est qu'il y a une peur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une résistance aussi. Enfin, je débusque la résistance. Et puis parfois, c'est que la personne, elle a besoin d'un temps de digestion. Donc, elle ne dit peut-être pas, mais j'arrive à sentir
ça va se faire après, en fait. C'est sur la séance d'après que ce qu'on se fait là, ça aura un impact après. Donc, il faut aussi accepter que la personne, elle ait un besoin d'un temps de digestion. Dans ce travail-là, on travaille sous forme de chapitres qu'on va travailler finalement, débusquer un petit peu. Les chapitres, tu sais à chaque fois qu'il y en a entre temps et temps, ou c'est en fonction des personnes, tu sens qu'il va y avoir plus ou moins de chapitres? Il y a un minimum de chapitres qu'on a tous parce qu'on est tous fichus pareil. Enfin, on a tous papa, maman, ou des géniteurs en tous les cas. On a forcément vécu des choses. On a tous passé par l'adolescence, la puberté. On a tous des moments clés comme ça de vie qui font que ce seront des chapitres minimum. Et après, en fonction de ce que la personne a vécu, là, par contre, oui, ça fait des chapitres en plus, quoi. Ça dépendra de la personne. Ok. Est-ce qu'on se met un petit son là? Ouais. Avant de brainstormer sur ton futur. Ok. Peut-être dernière question. Il y a un moment où ça se termine. Donc, je t'ai parlé de ton investissement, Vincent, en volume, etc. À quel moment tu sais que tu as fini? Tu poses la question à moi ou à lui? Les deux. À quel moment tu sais que c'est la fin de la thérapie? Et nous, je suis un protocole. Donc, à partir du moment où tous les outils pratiques sont délivrés, j'ai terminé. C'est-à-dire que j'ai donné à la personne tous les outils que j'ai en ma possession pour gérer les émotions, les stress, les blocages, les limitations, les montées en conscience. Après, le processus est terminé. Et à partir de là, si la personne elle a besoin d'un coaching, de piqûres de rappel, c'est quand elle veut. Ok, donc tu peux continuer avec quelqu'un qui a fini. Ouais, ça arrive souvent. Ok, très bien. Vincent, tu penses que tu as fini ou tu vas prendre du bonus? Non, je prendrais quelques bonus histoire de bavarder, tu vois. Ça fait toujours plaisir. Juste pour réinstaller le vouvoiement le temps de 2 heures. Une fois que le tutoiement est là, il est là. Mais sur le processus, c'est important qu'on garde le vouvoiement. Ouais, clairement. Pour éviter le transfert, justement. Mais moi, alors c'est marrant parce que justement, cette fin-là, moi, je ne l'ai pas vu venir. Tu me l'as annoncé. En même temps, je ne me suis pas du tout senti genre paniqué par le fait que c'était la fin. Au contraire, je me suis senti... voilà, c'est ça. Tu m'as dit, voilà, c'était notre avant-dernière séance. D'ailleurs, tu me l'as dit à la fin d'une séance. Parce que tu ne savais pas depuis le début combien de séances tu devais... Non, exactement. Ouais. J'y suis allé... Entre parenthèses, s'il avait lu le mail de départ, il saurait qu'il en était à l'avant-dernière. Ouais, mais souvent, comme tous les autres, ils s'en rendent pas compte. Le mail de départ. Le mail de départ. Ouais, je rigole. Tout premier. J'ai un peu du mal sur ce côté un peu. Non, je fais exprès de poser toutes les questions parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Dans ces gens qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui ont besoin de se faire accompagner, qui ne savent pas du tout comment faire, quel type. On en a déjà parlé. Bien sûr. À qui il faut s'adresser, comment ça se passe, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que je peux en attendre, etc. Et puis, il y a ce côté, en fait, finalement, engagement, où on se dit, c'est un engagement, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de séances, ça a duré 1 an et 2 mois, ça doit représenter aussi forcément un coût financier. Et il y a beaucoup de gens, je sais, qui trouvent ça lourd. Et comme je dis, c'est beaucoup moins lourd que d'être mal dans ses bottes, quoi, en fait. Et 1 an et quelques pour... Et je vais pas dire que du jour au lendemain, ça nous transforme et ça nous transcende et on devient des êtres de lumière qui inondent les âmes et le reste de la planète. Non. Déjà, si t'es livreur, tu peux reprendre ton ascenseur, c'est pas mal. Mais exactement. C'est pas mal. Et surtout, si t'es face à l'ascenseur et que t'arrives toujours pas à monter dedans, tu comprends pourquoi. Et ça, déjà, c'est un truc de dingue. Je pense qu'on l'a assez répété dans ce podcast que l'une des clés de la réussite, et on parle pas de la réussite financière, mais de la réussite, de se sentir en réussite, c'est de se connaître, en fait. Ouais. Et c'est quand même vachement plus plaisant dans la vie de se dire, je fais encore peut-être des fois de la merde, mais j'ai compris pourquoi. Et je me mens pas, en fait. Là, oui, je peux me dire que je me loupe, je suis dans l'erreur et je sais que je le fais, mais en tout cas, je sais pourquoi. Et du coup, je pense que c'est beaucoup plus facile derrière de corriger ou autre. Et puis même, des fois, accepter aussi le fait que les erreurs, elles sont là. Et puis, oui, c'est OK. En fait, d'être face à son schéma, de le voir, de se voir, de se dire « Ah oui, j'y suis encore, en fait, et puis je suis bien les 2 pieds dedans », en même temps, c'est OK aussi.
ça fait partie du chemin. Et s'il n'y avait pas de chemin, on serait déjà à la fin, en fait. Le début serait notre fin et quoi ça sert. Donc, C'est ça. Attendons un peu pour la fin quand même. C'est sympa pour l'instant. Ouais, il reste quelques étapes. Est-ce qu'on se met un petit son? Oui. Allez, mettons-nous un petit son. Elsa, tu es notre DJ. Ok. Donc, puisqu'on est sur tout ce qui est accompagnement et qu'une des choses qui revient très souvent en accompagnement, c'est les problèmes de couple, et que dans les problèmes de couple, on projette énormément nos propres attentes sur l'autre en espérant qu'il les comble, parce que papa, maman, le transgénérationnel ne nous a pas donné ce qu'on voulait quand on était tout pitchou. Et on va écouter Elsie Electre. Très bien. E-L-S'-Y, Electre. J'ai eu peur que tu me dises, on va écouter Ménélique, tu es la seule qui m'a dit. Moi, je croyais que tout ça, c'était pour nous mettre un zouk. Mais bon, je peux me tromper. Alors, le zouk, Elsa, est-ce que tu peux nous en parler Non, mais l'intro, c'était des tirs à balles réelles, quand même. Mais allons-y. Electre. Electre, tu l'interpelles aux airs de paille touchés. Ta timide danse des sept voiles cache tes contours affirmés. Libre, tes ailes d'ange masquent ton désir d'être comblé. Tu rêves que la bête s'incarne en beau prince charmé. Electre, est-ce que ça va? Tu sembles bien l'agacer. Ah oui, c'est vrai, tu ne te plains pas, mais expose seulement les faits. Mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais non, mais oui, mais non, mais prêcher l'égalité au profit de la reine, quelle ingénieuse idée! Douce amère diable ou prêtresse à lui de capter ta psyché, sinon l'écume des mots doux manquants déferlera à ses pieds. Sans écoute, tu l'abreuves du flot continu de tes pensées, dépourvu de sens et noyé de détails, l'animus est malmené. Electre, est-ce que ça va? Tu sembles bien l'agacer. Ah oui, c'est vrai, tu ne te plains pas, mais expose seulement les faits. Mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais non, mais oui, mais non, mais prêcher l'égalité au profit de la reine, quelle ingénieuse idée! Au top. Petite question. Mais oui. Elsie, Elsa, c'est un rapport ou pas? Oui. Ce qu'on vient Tu peux nous en d'entendre, dire plus, s'il te plaît? ce qu'on vient d'entendre n'est ni plus ni moins que notre invité qui venait de chanter. Ah, donc il y a un épisode qu'on a raté dans la conversation. On a eu le billet de la musique, on a eu quelques faisceaux d'indices. Moi, j'étais au courant. Je savais pas si elle allait nous livrer l'un de ses sons, donc je suis très content d'avoir Parce pu que passer un en de tes morceaux. tapant, je me suis dit ELS, attention. Ok. D'accord. Donc, tu as une autre activité. Donc, tu te caches vraiment. Là, pour le coup, on a la preuve. Je me cache. C'est important pour moi de ne pas avoir le même, on va dire, nom pour tout. De là, me cacher, non, je ne dirais pas ça. Elsie, c'est venu de plein de choses, en fait. À l'époque, je travaillais avec une guitariste qui me disait ça serait bien que finalement, quand on est sur scène, c'est pas que Elsa, quoi. Et je dis carrément. Donc on cherche. Et en fait, moi, j'aime bien le apostrophe Y. C'est mon côté social, mais c'est moi et les autres, en fait. Le I espagnol qui relie, en fait. Et donc, que je sois avec elle sur scène ou avec quelqu'un d'autre, en fait, c'était pour après mettre le featuring de la personne. Donc c'est venu de là, avec le jeu de mots healthy. Et puis voilà. Donc tout, et comme je disais, il n'y a pas de barrière, tout est relié et mes textes, ils sont clairement reliés à ce que je fais en séance. Est-ce que les élèves sont... Alors là aussi, il y en a qui, je ne sais pas comment ils font, parce que là, pour trouver le lien, je ne sais pas, mais certains trouvent. Ah bah si t'as un Félix dans Moi, ta j'ai classe, ma t'es petite mort. idée. Hein. Si t'as un Félix Mais dans ça, c'est un jeu d'enfant, ça. Ah bon? Oh ouais. Niveau 1 du Félix Game. Hein. Donc à l'époque, ils arrivaient à me trouver... Au niveau de la danse, ça, ils arrivaient à trouver tout ça, mais la musique, ils ne trouvaient pas. Puis il y en a un, une fois, qui a trouvé. Et puis, après, je me suis dit, je les laisse trouver ce qu'ils veulent. Moi, en tout cas, j'en parle pas. Mais quand j'ai un bon feeling avec mes terminales, souvent, je leur dis, à la fin de l'année, je leur dis,
vous voulez bien m'aider à un truc ? Ah ouais, madame, c'est quoi quand on s'entend bien sûr. J'ai dit, il faudrait que j'ai des vues un petit peu plus hautes sur YouTube. Vous pouvez pas aller regarder le clip. Et puis voilà, ça se fait. Déchire. Et ils sont tout choupinous et voilà. Terrible. Bon, on les salue. Ouais, je les aime fort. Puisqu'ils fouinent sur les réseaux, ils vont peut-être tomber sur cet épisode. C'est sûr. On les salue. Du coup, on passe à ce petit brainstorming. L'idée, c'est de voir si justement tu n'avais pas quelque chose dans les tuyaux, que tu voulais peut-être mettre sur la table, confronter, qu'on ait différents cerveaux, apporter une autre vision ou quoi que ce soit. On a parlé tout à l'heure justement de toucher un plus grand nombre. Tu as parlé justement de séminaires quand je t'ai dit comment on devient social et en tête-à-tête. Oui. C'est une manière. Et du coup, qu'en est-il de toi dans cette profession justement de thérapeute ? Est-ce que c'est quelque chose qui te semble trop compliqué à mettre en œuvre juste pour la partie opérationnelle, ou c'est quelque chose où tu te dis pas forcément parce qu'il y a besoin de ce lien direct en tête-à-tête ? Attends, moi j'avais une question juste avant ça, mais est-ce que c'est forcément en lien avec la thérapie, ou parce que tu as introduit la musique juste avant cette troisième partie d'épisode, du coup. Peut-être que c'est autre chose, carrément. Peut-être que c'est l'album. Hein. Peut-être que c'est l'album, peut-être que... Je sais pas. Je dirais que les deux, finalement, c'est la même chose. J'ai beaucoup fait les choses un peu toute seule. Et qu'à un moment donné, si t'as pas une équipe, il y a quand même des limites, quoi. Et tu peux pas être partout, tu peux pas être et manager, et éditeur, et organisateur de... Enfin, tu vois, chacun a... Et quand bien même j'ai des capacités d'organisation, il faut avoir des réseaux, il faut connaître, et puis il faut avoir du temps. J'ai 2 tafs, une vie familiale, le chant, enfin... À un moment donné, il faut avoir une équipe. Et cette équipe, je l'ai eue pendant un temps quand je faisais partie du groupe avec qui on exerçait la méthode, etc., que j'ai apprise. Là, j'intègre une école de kinésiologie et d'énéagramme pour donner des cours en énéagramme. Ça reste national. Mais voilà, je vois bien que si je n'intègre pas ou si je n'ai pas une équipe avec moi, ça me demande bien trop d'énergie, bien trop de temps que je n'ai pas. Et pour le coup, là, ça rend la joie contraignante. Et donc là, je pars de la joie, et j'ai remarqué, de par mon expérience, que quand je pars de la joie, c'est pas bon du tout, quoi. Donc tout ce qui est organisationnel va me ramener à des choses trop lourdes, en fait, et je préfère rester à un niveau qui est le mien et kiffer et propager comme je peux avec du kiff, que de vouloir toucher un grand public et perdre ma joie et perdre mon essence, et ça serait pas ok. Mais si vous me dites Elsa, on t'a une équipe de ouf, vas-y, hein. Non, au-delà de... Là, il y a mon syndrome du sauveur qui me dit vas-y, et stop. Et t'as bien travaillé ou pas ? J'ai bien travaillé, t'as vu ? Je l'ai nommé. Ouais. La question que je me pose, c'est est-ce que tu veux laisser une trace pour que ceux qui en ont besoin viennent la trouver, ou est-ce qu'effectivement tu veux diffuser en masse ? Je m'explique un petit peu. Vas-y. Si on reprend l'évolution des médias, le premier, c'est le livre. Donc ça permet à quelqu'un de laisser un message qui ne sera pas diffusé par sa parole. Donc on ne va pas parler de séminaire, tout ça, mais c'est un objet que tu vas laisser et qui peut être diffusé à différentes personnes. La deuxième étape, c'est le journal, où on commence à diffuser en masse. La troisième, c'est la radio. La quatrième, la télévision. Et la cinquième, c'est Internet. Donc tu vois que tu commences à toucher beaucoup plus de monde, mais quand on arrive à Internet, c'est des choses qui sont à durée de vie plus limitée. Donc, d'où ma question, est-ce que tu te vois plus dans l'écriture, l'édition d'un livre, ou est-ce que tu te vois plus dans la diffusion de courtes vidéos, par exemple, qui expliquent, vulgarisent et donnent envie ou la compréhension à des gens de s'améliorer ? Où est-ce que tu te situes là-dedans pour qu'on puisse savoir comment on avance dans le brainstorming ? Pour ce qui est musical, de toute manière, la musique est là et
qu'elle circule, c'est quand même un objectif. C'est qu'elle circule pour que les gens, tout en s'amusant et bougeant un peu leur corps, soient touchés par les mots et que ça les fasse monter en conscience. C'est quand même mon idée. Après, pour ce qui est thérapeutique, j'ai créé un jeu de cartes qui regroupe déjà les outils que je donne en séance, avec des vidéos tutos qui vont avec le jeu de cartes. Très bien réalisé d'ailleurs. Merci. Tant sur le plan du jeu de cartes que sur les vidéos. Donc ça existe déjà. Ouais. Et c'est sur YouTube. YouTube, ouais. Ok. Des vidéos courtes, je pense que là, concernant l'énéagramme, ça commence déjà à être mis en place dans l'école que j'intègre là pour former, mais je pense en faire quelques-unes. Mais là aussi, c'est du temps, c'est de la préparation et donc j'ai besoin d'être en joie pour faire ça, donc j'attends d'être dans cette énergie-là, vraiment concentrée là-dessus, mais je pense que ça va arriver. C'est quelque chose qui me titille, et puis on en a parlé avec la directrice de l'école, on risque d'en faire quelques-unes ensemble, donc c'est chouette. L'écriture, pour tout ce qui est thérapeutique, pour le moment, directement non. Par contre, j'ai un projet qui est là depuis un moment, c'est que j'aimerais écrire un livre, mais chaque chose en son temps, donc c'était pas le moment. Il vient de faire une erreur. Oh, quelle erreur! La passe en profondeur. quelle Il n'y a erreur. plus qu'à la pousser au bout du filet, les gars. Ok. Ah ouais, j'aimerais bien écrire un livre pour enfants, pour justement être dans ce côté Ah là là. didactique et pédagogique avec C'est trop les enfants. facile. Facile. Ça, on a... Tu disais pourquoi chaque chose en son temps, pourquoi? Parce que quand je suis dans un projet, je me concentre à fond là-dessus. Ok. Et comme je te disais, j'ai 2 tafs, une vie de famille. Et en fait, je sélectionne mon objectif. J'ai un objectif, je l'atteins. Une fois qu'il est atteint, je passe à l'autre objectif. Une fois qu'il est atteint, je passe à l'autre objectif. Sinon, je peux me perdre. Et ça peut créer une charge mentale qui va, comme je disais, me faire partir de la joie. Et dès que cet élément n'est plus là, c'est pas bon. En tout cas, pour moi. J'ai dit plusieurs fois, et c'est peut-être pas tout à fait juste, que tu te cachais, mais j'ai l'impression que cette envie d'appartenance à un groupe fait que tu développes pas ta marque personnelle qui C'est pourrait possible. justement faire rayonner, que ce soit la musique, que ce soit l'aspect thérapeutique. Il faut qu'on parle de toi. Il faut que tu te livres un peu plus et que justement on arrive à raccrocher même si tu utilises plusieurs identités, comme tu dis, Elsie pour la musique La musique, ouais. et Elsa pour la thérapie, il faut quand même qu'on puisse s'appuyer sur ça et pas forcément que tu ailles, je dirais pas diluer, c'est pas le bon mot, mais utiliser ta voix dans le cadre d'un groupe. Il faut qu'on arrive à te reconnaître, qu'on arrive à raccrocher tout ça. Et j'ai l'impression que ça, tu l'as avec tes élèves. Il faut que tu te présentes de la même façon, entre guillemets, au grand public. Moi, c'est la première chose que j'aurais à dire. Ok. Je vais laisser Vincent pour la deuxième, qui est celle de ton livre pour enfants. En fait, je reprends un peu ce que dit Serge, c'est-à-dire que je sais pas comment toi tu te vois. En début d'épisode, tu as dit un truc qui, moi, m'a interpellé, c'est que à tes yeux, tu n'avais pas forcément de valeur au monde, tu vois, que tu n'avais pas forcément une valeur auprès du monde. C'est même pas que ça m'a interpellé, ça me choque. Quand je vois finalement comment j'ai entendu parler de toi, et ce que maintenant, moi, je peux dire de toi auprès des autres, tu vois, ce que tu... En fait, finalement, on disait la marque, c'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas dans la pièce, tu vois. Et ce qu'il dit, c'est très juste, c'est-à-dire que finalement, de ce que j'entends, pour l'instant, tu es la moins bonne ambassadrice de ta marque. Donc, laisse-nous faire ce job-là. Parce que moi, du coup, je connais... on est 4, finalement, que j'ai vu aller au bout de cette chose-là. Et ouais, c'est pour tout le monde. On sent que c'est un impact très fort, tu vois. Très, très fort. Et moi, à titre personnel, le groupe auquel tu étais rattaché, on ne me l'avait pas présenté. Et je le connaissais pas. Et en fait, il rentre même pas dans l'équation, entre guillemets. Moi, on m'a dit, va voir Elsa Marin. C'est tout ce qu'on m'a dit. D'ailleurs, on m'a même pas dit, va voir. J'ai entendu et j'ai dit, donne-moi le numéro d'Elsa Marin. Et voilà. Donc ouais, sur la marque Elsa Marin, ouais, il y a un truc qui est déjà là, en fait, que tu le veuilles ou non. Alors, toi, tu ne reconnais pas la valeur, mais je te le dis, tu as une valeur incroyable aux yeux du monde.
toi, tu disais le petit monde et puis par effet papillon. Moi, t'es pas sans savoir que j'ai la prétention de pouvoir rayonner un minimum autour de moi. Donc, à travers ce média, je fais rayonner la valeur que tu as pu avoir dans mon monde. Ça, c'est important que tu l'entendes aussi. Pour le livre, dans cette saison 2, on s'est dit que on voulait créer un billet d'engagement, tu vois, parce que pour nous, c'est important. On l'a vu sur nous, quand tu formalises quelque chose, que tu l'annonces au monde, il prend corps, il prend vie. Déjà en premier lieu dans ton esprit. Et puis, tout à fait. Bon, toi, tu es familière au fait d'arriver à tes objectifs et autres. Donc, tu disais que le livre, pour l'instant, ce n'était pas quelque chose que tu mettais en place parce que tu avais d'autres objectifs. Là, c'est quoi tes objectifs actuels, par exemple ? Là, c'est plus personnel. On va Ok. être sur un objectif personnel. Régler ça, stabiliser ça, et justement pour ensuite passer au livre. Parfait. Donc, dans ce biais d'engagement, on propose... Je vais rectifier, c'est même pas un biais d'engagement, c'est une formule magique. Ooh, I like it. On y va. Dans cette formule magique, on propose... Certains diront on impose, mais Non, on propose... on propose. La porte est ouverte. On propose à notre invité de prendre un engagement, quel qu'il soit. Ça peut être un engagement aussi personnel, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être justement quelque chose qu'on a mis de côté pendant tant d'années en se disant que bon, ça pouvait être mis à demain ou que c'était peut-être trop, ou voilà, que c'était pas le moment. Et on demande aussi à notre invité justement de formuler, de poser une date sur cet engagement. Mais on n'impose pas la date. Ah bah, Ouais. c'est merveilleux. C'est là que la magie opère. Une fois que la date est fixée, Alors, la date, ça peut être une date mardi 5 octobre 2026, mais ça peut être aussi délai. avant telle date, quoi. Enfin, telle année ou tel mois. Ok. Attention, Ok. Roulement de tambour. on fait un suivi. Ok. On note tout. Ok. même si on arrête le podcast, Ouais, ça, c'est notre engagement à nous, ça. Ça, c'est notre petit côté taquin, ça. Il y aura peut-être pas de podcast, mais on va vous rappeler, les invités. Hein. Sachez-le, vous J'ai qui nous croisé la écoutez. Sana il y a 2 jours, c'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit on arrête le podcast, mais mais T'es pas mais sorti c'est de diplôme. l'auberge. bref. Ok. Donc, dans mes objectifs datés, pour août 2026, il y a le prochain clip que je veux faire de mon album. Donc ça va être quand même ma priorité avec ma priorité personnelle, stabilisation personnelle. J'aimerais que d'ici 2 ans, il y ait un autre clip qui engagerait justement d'aller dans... C'est un peu plus compliqué d'aller dans des classes, etc. Puisque c'est une chanson sur les enseignants et sur leur lien de l'ombre, justement. Comme tu disais, on est souvent dans l'ombre quand on est prof. On n'est quand même pas très apprécié ou pas très valorisé dans la société. C'était une chanson un peu pour valoriser tout ça. J'aimerais vraiment faire quelque chose de chouette et j'hésite, mon cœur balance entre trouver quelqu'un qui dessinerait le clip ou trouver de quoi filmer dans les écoles. Et dans les 2 cas, les 2 sont compliqués, mais c'est 2 choses qui me tiennent à cœur. si c'est dans 2 ans, l'intelligence artificielle va te supprimer l'illustrateur. Ouais. Donc, Ouais. j'aime pas ça, mais c'est vraiment ce qui va se passer. Donc, dans 2 ans, ça sera facile à faire. Et donc il y a ça. Et puis le livre, pour moi, il est déjà dans ma tête depuis un moment. Donc j'écris, chaque fois que j'ai des idées, j'écris. Tout est combiné quelque part pour après pouvoir justement le mettre de côté. Et pour le coup, moi, j'aimerais vraiment travailler avec un illustrateur, un vrai. Après, Un humain. Oui, c'est important pour moi. Et ça, je me suis fixé 5 ans. Donc vous savez que dans 5 ans, il sera dehors. T'as vu comment elle nous a embauchés pour 5 piges, là. ça y est. Elle nous a embauchés, là. Ça y est. Sous la On va être obligé de On va suivre. suivre. Vous devez suivre les 2 clips et ça. Très bien, bah écoute, on s'engage à regarder l'attente. Mais du coup, mes gosses, ils seront même plus enfants, je suis dégoûté. Là, ils le seront encore. Ils le seront T'en encore. auras peut-être d'autres. Ils le seront toute ma... C'est une formule Tu magique. vois pas que j'ai passé 1 an et demi à travailler, à essayer de me réapproprier mes facultés. Et toi, tu veux me foutre un gamin dans les pattes. Ah, purée. Et avec des amis comme ça. Ouais. Coucou mes neveux, je vous aime.
Elsa, merci infiniment pour cet épisode. Je suis très heureux qu'on ait pu te recevoir derrière ce micro. Merci à vous. Est-ce que tu es Ravi d'avoir pu échanger avec toi. Est-ce que tu es en paix avec cet épisode? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter Non, franchement, c'était très chouette. Merci pour votre accueil, votre bonne humeur. C'était chouette de créer du lien comme ça. C'était cool. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions. Merci à toi. Les amis, allez mettre les étoiles que vous voulez. Nous, dans 2 épisodes maintenant... Non, commence pas. On est toujours à 5 étoiles. C'est pas maintenant que quelqu'un va venir gâcher la Non, moyenne, mais ne mettez rien là. Ouais. Mais bien sûr, Bah, si c'est pour mettre 4 ou quoi que ce soit, non. Celui qui gâche la moyenne, je le retrouve. mais voilà. Mais en tout cas, on fera un épisode, bien sûr, bilan, donc qui arrive dans 2 épisodes. Continuez à nous suivre jusqu'à la fin. C'est une aventure qui doit aller au bout. Et puis, j'espère que vous avez passé un bel épisode, que ça va vous donner envie d'en savoir plus sur vous. Et croyez-moi, vous avez pas mal de choses à apprendre de vous-même. Ouais. Donc, éviter de casser la tête aux autres. C'est l'être social qui dit ça. Il veut sa paix sociale. Ouais, c'est important. Ok. On est sûrement amené à se revoir, mais on va se laisser avec une dernière musique. Elsa, est-ce qu'il y a, encore une musique de toi que tu pourrais nous faire découvrir? Ou de mon choix? Bah, tu fais ce que tu veux, mais si c'est de toi, c'est quand même vachement plus cool. Swivels? Allons pour Swivels. Allez. On est sûrement amené à se revoir et d'ici là, prenez soin de vous. Peace. Peace, peace. Au revoir. Impossible to forget you. The more I try, you're in my head. Only one thought of you, and my cheeks are cherry red. Such a pressure by your side, my heart has no room. So impressed by your smile, my reason is not to. Let's dance, sweetheart. Come on and take my hand. Let's sing, the sun will come after the rain. Let's move a priority that shall remain. All its love, enjoying yourself. Once again, you my rhythm and my blues. Just I feel my shoes, swing me out, rock me in. Sugar, let's get and sing. You my rhythm and my blues. Just I feel my shoes, swing me out, rock me in. Sugar, you give me wings. Spring running in my veins. Now I feel out of my cage. Freedom driving my brain. Oh, let's write a brand new page. I like the way you speak, guided by divine light. My eyes don't play a trick. I love you to hold me tight. Let's dance, sweetheart. Come on and take my hand. Let's sing, the sun will come after the rain. Let's move a priority that should remain. Let's love, enjoying yourself. Once again, you my rhythm and my blues. Just I feel my shoes, swing me out, rock me in. Sugar, let's get into you my rhythm and my blues. Just I feel my shoes.